Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver en ce lundi, nous sommes le 27 décembre, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien mangé, pour ceux qui ont la chance d'avoir profité un petit peu des fêtes, pour éventuellement manger, pour se rassembler entre familles, voilà, l'occasion était donnée, j'espère qu'il en sera de même pour le réveillon. Eh bien on le saura à 19h les amis, qu'est-ce qui va arriver pour nous ? On en parlera justement tout à l'heure. Est-ce que la France va s'arrêter de tourner alors que le Conseil scientifique promet une désorganisation de la France en vue ? Alors là, ça commence, je vous le dis. Les cas contacts, les contaminés, etc. Ça y est, c'est parti. J'espère qu'ils vont revoir un petit peu les choses parce que là, 10 jours d'isolement pour des cas contacts, ça promet quand même un mois de janvier très perturbé pour les entreprises. Je pense pas, par exemple, celle à Gamal où ils sont pas beaucoup. Si t'en as deux qui t'annoncent cas contact, mon Gamal, t'es dans la mouise, Comment ça va, mon Gamal ? Ah, très bien, toi. Ouais. Non, mais c'est une catastrophe quand même. Cas contact, 10 jours. Ouais, mais c'était attendu, il n'y a pas de surprise là-dessus. Ouais, en tout cas, on en saura plus tout à l'heure, donc à 19h, puisque sera donnée une conférence de presse à l'issue d'un conseil de défense sanitaire et d'un conseil des ministres qui ont lieu aujourd'hui. Ça travaille beaucoup au gouvernement, pas de vacances. Et à 19h, donc, c'est Jean Castex et Olivier Véran depuis l'Elysée qui feront une conférence de presse pour faire des annonces ce soir sur d'éventuelles restrictions. On se posera la question parce que est-ce qu'on peut parler d'un ballon d'essai ou d'un suicide politique ? Franchement, au vu de ce qui se passe sur Twitter, il y a quand même des petites infos et je pense que les médias aussi servent de relais pour tester un petit peu l'opinion sur d'éventuelles annonces. Tarek Pami, comment ça va mon Tarek ? Bonjour mon cher Christophe, ça va. Avec, alors micro peut-être c'est mieux quand même. Voilà. Je sais pas lequel, moi je m'assois devant un truc. D'ailleurs on va acheter une nouvelle machine, si j'ai bien compris, qui va détecter le son et qui va s'amplifier, qui risque de Voilà, s'enclencher. j'entends pas Tarek, je sais pas ce qui se passe. On va régler ça tout de suite les amis. On peut changer de micro. Ouais peut-être parce que je sais pas, il a pas l'air de marcher celui-là. Voilà. C'est lundi. Heureusement qu'il y en a 4 au studio. Ouais. Il y en a qui. Alors on va voilà, faire du direct. Voilà, voilà, il marche même avant qu'on s'approche de lui celui-là. C'est ça. Et ben voilà. Donc on recevra tout à l'heure Anas Kazib. Anas Kazib qui est un candidat à la présidentielle, en tout cas il espère, et il est en pleine campagne pour obtenir ses parrainages. Ouais. Et d'ailleurs il était en TT, vous avez pas vu vendredi soir ? Non, j'ai pas vu là. Il était en TT avec le Anas, 500 signatures pour Anas. Et du coup ça a donné des idées pour Zemmour. L'équipe de Zemmour ils ont fait la même le lendemain. Ah voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait 500 signatures pour Zemmour en TT, donc en top tweet. Vendredi soir pour Anas, Zemmour samedi soir. Donc voilà, c'est un moyen aussi d'utiliser les réseaux sociaux pour essayer d'obtenir les parrainages. Ils ont demandé aux uns aux autres, c'est ça le top tweet ? Ouais, top tweet, c'est-à-dire qu'ils étaient en top tweet France. Voilà. Est-ce que pour autant ça va leur servir pour leur parrainage ? En tout cas, Anas viendra nous présenter son programme pour la France en indépendant. Il est plus chez la NPA. Oui, il est plus chez la NPA. On en reparlera donc tout à l'heure avec lui. C'est parti pour le LGF, les amis. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et on va faire comme tous les jours dans cette émission, un petit quiz histoire de bien commencer. Je dirais ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, Tarek ? Il y a un Tarek qui remplace un Tarak. Oui, oui. Voilà, on parlait de Covid, voilà, ça commence. Voilà, on lui souhaite un propre établissement, en tout cas, à notre ami Tarak. Oui, il a réussi à y échapper, voilà. Ça va, mon Nabil ? Oui, ça va. Bon, très bien, c'est bien. Le micro, est-ce que tu m'entends bien ? Vas-y. Ouais, attends, là, tu m'entends ? Oui, là, je t'entends, voilà, c'est très bon. Bien. C'est bon, on fait des tests micro en direct, c'est parfait. Vive France Maghreb, on y va pour le zapping, les amis. Le zapping avec mes petites questions, bien sûr, que j'ai à vous poser. Quiz. En rapport, oui, le quiz, pardon. Quiz, oui. Ça me semblait. Excusez-moi, Noël a eu des conséquences sur moi. Alors, on y va avec mes petites questions. Donc pour ce lundi, question du mélange éphéméride et actu. Première question, les amis. Qu'est-ce qui a été créé en 1945 en rapport avec l'économie ? Sécurité sociale. La sécurité sociale ? Non. 45. La retraite ? Je vous donne un indice. La Banque centrale ? Non, je vous donne un indice. J'ai pas écouté la fin de la question. Strauss-Kahn ou encore le FMI. Le FMI. Bonne réponse, Gamal. Le FMI, créé en 1945, dont son siège est à New York. Non, mais je pensais à De Gaulle et à toutes les décisions. Ah non, mais il n'y a pas que De Gaulle dans la vie, t'arrêtes. Non, mais 45. Non, mais 45, toutes les décisions qui ont été prises en France. Ah oui. J'ai pas précisé que c'était en France. Il y a 45. Sur lesquelles nous vivons encore et qui sont en train de se déliter dans le lien social.
Deuxième question. Qu'a inscrit l'UNESCO le 21 décembre dernier? Le Maroc. Non, pas oublie le Maroc. Ah, ok. Au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Le couscous. C'est en rapport avec la calligraphie. Non, c'est pas le couscous. Ah, la calligraphie. Ouais. La Mecque peut-être. Non. Non, la calligraphie arabe. La calligraphie arabe, tout simplement, inscrit à l'UNESCO depuis donc il y a très peu là, il y a quelques jours, c'était le 21 décembre, l'UNESCO qui a inscrit au patrimoine culturel et On immatériel. a mis du temps parce que Ah oui, mais il y a des choses qui oui on peut. Il y a la Fantasia aussi qui a été inscrite récemment aussi par l'UNESCO. Ah ouais. La Ça Fantasia j'ai eu marocaine. l'occasion de le faire, c'est sympa. Alors ça, c'est des problèmes de culture qu'il faudra un jour régler. Quand vous avez un patrimoine culturel partagé dans une Je suis d'accord zone, avec ça. et il faut refuser de l'attribuer à une partie parce que, pour faire simple, au Maghreb, le Maghreb c'était les trois en même temps avec des changements Bien sûr. lors des dynasties. Donc ce qui est culturel dans l'un, il est forcément dans les autres. Venir à l'attribuer à l'un, c'est participer. Surtout que ça vient de la Numidie à l'origine. Là, je suis Non mais d'accord ça, oui. Et puis c'est comme si quelqu'un demain on donnait la musique andalouse à la Tunisie, C'est ça. parce que c'est la Tunisie qui a fait la demande. Ouais. Alors que la musique andalouse, Je suis elle assez s'appelle d'accord avec ça. andalouse Ouais. et elle est dans toute la Méditerranée. C'est vrai que c'était assez. Non mais c'est de la politique politicienne. Troisième question. Je cherche un ingénieur français, créateur d'un célèbre monument, mort en 1923. Gustave Eiffel. Gustave Eiffel. Est-ce que tu savais qu'il était spécialiste de l'architecture métallique? Oui, absolument, mais surtout, il est d'origine allemande, c'est pas son vrai nom, Eiffel. Et Oui. est-ce que vous savez que cette tour était construite pour durer quelques mois, quelques C'était années, pour l'exposition universelle. absolument. pour 2 ans, Ouais. et C'est- elle devient là. C'était l'exposition universelle et surtout Gustave Eiffel, c'est le plus intéressant, était l'ingénieur qui a travaillé avec Bartholdi, donc un Italien là encore, 2 Français d'origine étrangère, pour fabriquer quoi? Le plus grand symbole aux États-Unis, à savoir la Statue de la Liberté. Ouais, ben, dans ce cas, faut retirer tout ce qui a été fait par les étrangers, et puis on revient plaisir à Zemmour. à la France française. Les statues, il y en a une en France. Il y a la statue, mais pas celle. Oui, il y a une petite statue, mais Voilà. c'est la grande statue, la grande tour, Oui. la grande statue de la La Liberté. liberté, elle a été fabriquée en Voilà. France et offerte à la dépendance des États-Unis. Et d'ailleurs, ça s'appelait pas Statue de la Liberté à Elle l'origine. est passée dans le film de Belmondo. Oui, absolument. Très beau film. Dans le classement, messieurs, Right. des villes les plus embouteillées au monde, quelle ville française arrive en deuxième Paris. position? Paris, effectivement, avec une forte remontée spectaculaire Depuis de les travaux. Londres, qui est en tête de ce classement des villes les plus embouteillées au monde. C'est un sondage réalisé par l'Institut Harris. C'est très impressionnant Londres parce que Londres est une ville immense. Il n'y a Ouais. pas de limite dans le Alors, faut dire à Et monsieur, l'année dernière, c'était Bogota. faut justement dire à monsieur Harris d'aller faire un tour au Caire, et il verra s'il peut avancer en voiture. Vous mettez à pied. Mais je crois Ok. que la pire, ça reste quand même de tout, hein, le recordman mondial. 3 heures de route de l'aéroport à la capitale, ça reste quand même Istanbul. C'est la pire ville au monde en matière de J'aurais dit circulation. New Delhi, non Non, c'est Istanbul, c'est un cauchemar. Ouais, mais attendez, messieurs, il y a eu l'effet confinement et l'effet coronavirus, ça a eu un Allez, impact. chers amis, au Caire. Oui, Oui. car c'est 20 000 habitants. Mettez-vous à la hauteur d'une voiture. Mmh. Vous marchez à pied aussi vite que la voiture. Mmh. Voilà. Si c'est pas ça l'embouteillage, Ouais, moi c'est je vais clair. bien. hein. Je cherche un homme politique et ancien président algérien mort en 1978. T'aimes bien. Boudiaf. Non, à Boumedienne. Boumedienne, bah Je oui, suis bête. Wari Boumedienne, Wari effectivement. Bonne réponse. Qu'est-ce qui est obligatoire, pardon, au départ et à l'arrivée en Algérie désormais? Pas sanitaire. Non. Le test PCR. Non, vaccin. Le pass vaccinal. Bonne réponse, Nabil, effectivement. Ah, passe vaccinal, pas sanitaire. Ça a été annoncé samedi, Absolument, samedi absolument. 25 décembre, c'est le petit cadeau. Voilà, le pass vaccinal. Donc si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pas pouvez aller en plus aller en Algérie. Ouais, tant Vous mieux. ne pourrez plus y aller puisque je pense que ça rentre en vigueur dans quelques jours. Tant mieux. En tout cas, ça a été décidé. Et au Maroc, Maroc et Tunisie aussi. non Ils ont su, ils ont bloqué les frontières. Le Maroc s'est fermé jusqu'au 31 Non, mais est-ce janvier. qu'ils ont mis aussi ça en place, non Et puis en Tunisie, Ah, ils pas ont quand encore. même été très forts hein, pour les annonces, Natarek. Vous avez vu? Oui. Ouais. Ils ont fait quoi? Bah, par exemple, les enfants de 12 à 17 ans qui sont pas vaccinés, terminés, plus d'école au mois de janvier. Oh ya, ça tape fort là. Ah ouais. Passe sanitaire. En plus, ça a été un couac monumental apparemment. En Tunisie, c'est le vrai pass sanitaire Ouais. que tout le monde dénonce en Occident. Ah ouais. C'est Ouais. simple. C'est un peu un bazar hein, quand même. En matière d'organisation, mais bon. Je cherche à présent un biologiste. Voilà, biologiste, voilà, c'est ça. Français, académicien. Pasteur. Il est né en 1882. Louis Pasteur. Yeah. Bonne réponse, mon cher ami Nabil. Louis Pasteur était donc, alors il était biologiste, il était aussi chimiste, voilà. Et puis, bah voilà. T'es pas épidémiologiste aussi? Surtout ça, oui.
ce qui me Quoi semblait. Épidémiologiste. Non, j'ai pas ça sous mes notes. Moi. dommage. Je suis désolé, moi je ne sais pas. Pitcha, une dernière C'est question. un Wikipédia qui n'est pas bon. Voilà. Pour la route, je cherche, messieurs, un acteur né à Châteauroux en 1948. Immense acteur. 48. Delon, je sais pas. Non, Depardieu. Depardieu, bah Wow. oui. Hein, j'aurais pu dire un acteur russe, parce Oui, qu'il a t'aurais- nationalité russe. T'aurais pu même dire algérien à un moment donné. Ouais. Il a tout fait, hein, Gérard. Gérard c'est un artiste, Depardieu. Hein, c'est un véritable artiste. Voilà. Cyrano. Bon, Cyrano, effectivement, bon film. Absolument. Excellent acteur. Bon, dans un instant, messieurs, un petit zapping. Et puis après, on va s'intéresser, on va se mettre dans la peau du président pour savoir ce qui va être annoncé ce soir. Quelle Bonne va émission. être la douloureuse. Merci, mon Nabil. Merci. D'ailleurs, je sais qu'il y en a plein là qui sont un petit peu inquiets par rapport à leur soirée du 31 là. Le couvre-feu le 31, je pense que ça semble acté. Hein. Ouais, sans prendre le chemin. Je pense que ça semble acté. Mais bon, on va. Ils peuvent faire les soirées par Zoom. Hein. C'est génial. Non mais alors, est-ce qu'on est d'accord sur le C'est fait sérieux. que le gouvernement, il me semble, c'est pour ça que je disais ça hier, que le gouvernement a annoncé que même s'il n'y a pas de couvre-feu, qu'il serait interdit de danser. Non, c'est ridicule. Oui, dans Ah, ça dépend, les dancing, oui. Oui, dans la rue. Oui, Parce dans qu'ils les ont, clubs. ils ont fermé les discothèques, et ils ont interdit dans les bars qui restent ouverts de danser. Oui, ça c'est logique, c'est normal. Bah Mais oui, dans mais les bon, salles de mariage, s'il y a des les gens soirées, peuvent danser. Il n'y aura pas de soirée, le nouvel an sera sacrifié, c'est évident. Ah, on sait jamais. Mais non, il n'y a aucune chance. Ils On vont sait pas jamais. prendre un risque pareil, tu rigoles quoi. Bah écoute, on verra. On en reparle dans un instant. 4-5 jours du vendredi. C'est un peu abusé, Il y a ouais. les élections présidentielles prochainement. Ils vont sacrifier ça pour dire qu'ils ont réussi, voilà, c'est clair. Ouais. En tout cas, ils voulaient pas toucher à Noël, ça c'est sûr. Ah, ça, c'est Voilà, minimum, parce que là, c'est ça aurait légal, été, mal perçu. Bon, on verra bien ce soir. Alors, Puis c'est pas la même cible hein, quand même. Noël, Nouvel An, c'est pas les mêmes. Nouvel An, bien c'est les sûr. jeunes. Noël, Nouvel An, c'est comme les une jeunes. famille. Voilà. Voilà. C'est plus de ton âge, mon gamin. Voilà. On Nouvel vote. An, tu restes Ah non, moi au du feu. Non, je l'ai où je sors, je mets les pétards partout. Alors, il y a des appels à la désobéissance civile, hein, s'il y a couvre-feu. C'est 31 complètement décembre. ridicule. Ouais. Bah, on en parle dans un instant. Reste avec nous sur France Maghreb 2. Le zapping, et puis bien entendu, notre sujet. Et Anas Kazib qui sera avec nous. Le révolutionnaire Anas Kazib qui sera avec nous. Il est jeune, Anas. Hein. Vous savez quel âge il a? Il est né à Sarcelles en 1987. Ouais. Et il veut devenir le futur président. Il viendra nous présenter son projet pour la France. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, votre émission de référence en ce lundi 27 décembre. J'espère que vous allez bien. Ça y est, dites donc, c'est la dernière semaine de l'année 2021. Elle va partir enfin cette année. Oui, enfin. Je sais pas, hein. Oh bah, je sais pas, non, oui, c'est vrai d'ailleurs. Quand on sait quand on sait pas ce qui nous attend dans la C'est vrai, suivante. c'est vrai, c'est vrai. C'est Quand d'ailleurs tu- pourquoi on se dit bonne année d'ailleurs. En vieux tunisien, on dit garde tes méchants parce que tu sais pas ce qui arrive derrière. Ouais. Pourquoi mal, on se dit bonne année? Est-ce qu'on se dit bonne année parce que l'année fut bonne ou est-ce qu'on espère une bonne année pour Non, la 2021? prochaine. J'espère. prochaine. La bonne année, c'est toujours on espère La mieux prochaine, la, oui. la suite. Bon, très bien. Ça Bah, va pas être écoutez, difficile là. on vous la souhaite excellent, mais on vous la souhaitera au moment voulu. Pour l'heure, le zapping. Alors c'est assez calme hein, dans l'actualité de ces derniers jours. J'ai quand même trouvé un épidémiologiste sur Europe 1 très inquiet de la situation due aux variants Omicron et notamment dans certaines régions et notamment du côté de Marseille apparemment ça flambe. Alors quand on regarde les chiffres de cette tension hospitalière, on voit que le sud de la France est dans une position déjà très difficile. On voit qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ont déjà atteint 99% de leur capacité de réanimation initiale. Ils ont déjà d'ailleurs commencé à transférer des patients vers d'autres régions. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas beaucoup mieux puisqu'ils sont au-delà de 80%. Et en région PACA, on atteint déjà des sommets historiques en termes d'incidence des contaminations, puisqu'on dépasse les 1%. Donc on est à plus de 1000 contaminations pour 100 000, ce qui est vrai, enfin ce qui n'avait jamais été observé jusque-là, ce qui fait qu'on n'est pas prêt de redescendre tout de suite, et donc c'est effectivement très inquiétant. On n'est pas prêt de redescendre, nous dit cet épidémiologiste très inquiet de la situation. On a dépassé la barre des 100 000 contaminés qui devait intervenir en plus début janvier auparavant, et puis finalement c'était là ce week-end. Mais ça c'est beaucoup testé en même temps hein, pour les fêtes de Noël. Beaucoup ont fait les tests pour aller rejoindre leur famille, passer les fêtes de Noël par exemple, dû peut-être juste ce nombre important. Franchement, il y a de quoi être inquiet, Gamal.
Il est où le professeur Raoult? Ah, Le héros du dimanche, là, on n'entend plus parler de lui? Lui qui avait tellement bien maîtrisé Marseille. Il est parti en retraite. Ah bah, faut croire. Non, alors, vous êtes extraordinaire. Ça commence bien. Le mec, il est là, il parle. On lui dit ferme ta gueule. Bah, encore heureux. Bon, le mec, il part, il ferme sa gueule. On dit il est où? Ah non, c'est l'histoire. J'ironise, moi j'ironise. Oui, mais si vous voulez. J'attendais rien de lui depuis le premier jour. Je dis juste qu'aujourd'hui, ils sont où les Raoultiens qui l'adoraient? Et il est parti à la retraite. Mais donc il a plus le droit de parler. Non, il n'est pas parti à la retraite. On l'a foutu dehors. Non. Si, il a été mis dehors. J'ai suivi le dossier un petit peu. Il a été mis dehors. Est-ce qu'il a l'âge de partir en retraite? C'est pas l'âge qui compte. Il voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Non, mais ce qui est gros, c'est ce qu'il voulait partir. Non, il ne voulait pas partir. Il voulait partir 2 ans après. Et il est toujours membre du conseil d'administration. Donc, il n'est pas parti à la retraite de son plein gré. Ils l'ont foutu dehors. Pourquoi? Parce que monsieur a porté atteinte à son IHU. Parce que monsieur a tout dit et n'importe quoi. Et puis moi, ce qui m'étonne. Heureusement qu'il a existé pour qu'il y ait un CHU dans cette ville. Parce que c'est bien de tomber toujours en fin de parcours au bout de 40 ans. Sans lui. Sans sa bataille, sans sa grosse gueule, sans ses erreurs, jamais cette ville n'aurait eu ce CHU. Alors le mot erreur n'est pas adapté, je dirais c'est faute. Ouais. Maintenant, pour dire qu'il y a un IHU, très bien, c'est pas le problème. Ouais, non, mais c'est lui qui l'a fait. C'est pas le problème, ça. Alors, comment ça, c'est pas le problème? Tout le monde ne fait pas que de mauvaises choses. C'est pas le problème. Mais non, c'est pas le problème. Vous prenez un type qui fait quelque chose d'extraordinaire et qui déconne à la fin de sa vie ou au milieu de sa vie, et vous retenez l'argument, il déconne, et vous oubliez ce qu'il a fait. Mais non, mais Pétain était génial à la Première Guerre mondiale, à la Seconde, il était nul. Ce que je veux dire, c'est pas le sujet. Qu'il ait fait un IHU, c'est très bien, c'est pas le problème. C'est le problème. Mais non, ça n'est pas un problème. Il l'aurait pas fait, il aurait pas ouvert sa gueule, et vous l'aurez pas critiqué. Je dis qu'il ait fait un IHU, ça n'est pas un problème. Je suis très c'est du français, ça n'est pas le problème. Ça vient, ça. C'est beau, c'est positif. Ce qui est pas positif, c'est qu'on l'a présenté encensé comme un héros. Aujourd'hui, j'ironise. Où est le professeur Raoult et ses méthodes extraordinaires? Il est parti à la retraite. On l'a foutu à la retraite. Il n'est pas parti à la retraite. Non, on l'a foutu à la retraite. Il a été éjecté. Et aujourd'hui, maintenant, au bout de 2 ans, malheureusement, je le déplore. 2 ans d'intoxication totale, on se rend compte que les solutions qu'il préconisait ne servent à rien, même là-bas. Donc c'est juste ça, moi, ce qui me fait, le personnage m'intéresse pas en soi. Alors, Gamal, ce qui fait mal, c'est le résultat. Si tu permets, je vais te dire que il n'y a pas que le professeur Raoult qui a raconté des conneries dans cette pandémie. D'ailleurs, vous avez vu un malaise. Alors, j'ai pas retrouvé l'extrait, c'est dommage parce qu'il y a un grand professeur qui était invité sur BFM TV. Il a lâché une bombe ce week-end en direct, sans que les journalistes s'en aperçoivent, en disant que les vaccins ne servaient à rien. Ouais, c'est complètement inefficace. Ça, non, mais aujourd'hui, quand on entend le directeur de l'OMS qui vous dit que on n'arrivera pas à bout de cette pandémie à cause de doses de rappel, parce qu'aujourd'hui, tu as des pays en Afrique notamment qui ne sont pas vaccinés, et tant qu'on aura cette inégalité, eh bien, on aura toujours ce fichu virus. Et bien, vous avez le créateur du vaccin ARN, Pfizer. ARN, qui dit presque. Il y a 2 vaccins ARN. Non, il dit presque, j'ai mal fait de le créer, parce que maintenant qu'il est créé, on veut le donner à tous, notamment aux enfants, alors que il n'est pas fait pour ça. Donc vous avez l'utilisation politique. Oui. Vous avez l'utilisation politique de cette situation. Oui. Et après, ça dépend de quel côté on tombe. Si on est pro gouvernement, on applaudit. Si on est contre, on critique. Si on est pro Raoult, on applaudit. Donc le problème, c'est que c'est une épidémie qui arrive, et c'est peut-être la première dans l'histoire de l'humanité, avec les réseaux sociaux, et tout le monde est au courant de tout en même temps. Parce que quand il y avait les instrumentalisé par le gouvernement, on en parlera dans quelques instants. Franchement, moi, ce qui m'intéresse, et tout ça, on le lit dans l'histoire, dans les livres. Oui, parce qu'il n'y avait pas le moyen, il n'y a pas la formation instantanée. Mais ce qui se passe aujourd'hui, moi, ce qui m'interroge, je me fiche complètement d'être pour ou contre quelqu'un. C'est pas mon propos. Raoult, je connais pas, j'ai pas d'inimitié, c'est pas mon pote. Ce que je veux dire, c'est que soit lui ou d'autres, quand des gens commettent des fautes et des fautes qu'ils multiplient, ils se maintiennent sur leurs erreurs et leurs fautes, là, il faut les critiquer. Par exemple, le gouvernement a commis beaucoup de fautes, on les a critiquées et bizarrement, ça a choqué personne. Ce que je veux dire, c'est que non, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, je m'en tiens aux faits, pas à l'intoxication. Les faits, c'est États-Unis, entre 2000 et 3000 morts par jour. C'est ça la réalité, avec un pays qui n'a vacciné qu'à 60% de la population et avec un dispositif de soins inexistant, l'ultralibéralisme. Les faits, c'est qu'en France, on a à peu près entre 50 et 90 morts par jour, alors que l'année dernière, faut le rappeler, c'était l'enfer, c'était 400, 500, 600 morts par jour. Donc la réalité, c'est que en dépit du fait que ce variant, on ne sait pas s'il est vraiment très dangereux, mais on sait qu'il est très contagieux. C'est 3,2 fois 3,7 la force de contamination qu'on peut mesurer aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui sont contaminés. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Et Dieu merci, aujourd'hui, en France, au moins, ça a été fait sur le tard. Il y a moins de morts, c'est moins critique. On n'est pas en train de se balader avec des masques. Ça, c'est vrai. Oui, mais alors justement, tu peux bien te parler des masques parce qu'apparemment
justement. Et risque- ça, on c'est en peut-être reparle de aussi masque les obligatoire conséquences dans de la les rues. politique du gouvernement avec laquelle on a été d'accord, on peut ne pas être d'accord. Bon, Oui, allez, c'est d'accord. dites donc, on n'en oublie pas quand même une perte importante ce week-end, qui était Desmond Tutu. Comment? Ah oui. Il était l'un des derniers symboles de la lutte anti-apartheid. Devenu prêtre à 30 ans, Desmond Tutu prend la tête du mouvement de lutte contre la ségrégation en Afrique du Sud dans les années 80 en participant à de nombreuses marches pacifiques. C'est pour ce combat qu'il reçoit en 1984 le prix Nobel de la paix. 10 ans plus tard, c'est lui qui présente à une foule immense le nouveau président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Quel cadeau fantastique que Dieu nous a fait avec Nelson Mandela. Il n'est pas simplement devenu une icône de générosité, mais aussi une icône du pardon. Artisan de la réconciliation, il est nommé à la tête d'une commission qui rendra un rapport de référence 3 ans plus tard. Dans la foulée, il mène de nombreux combats, comme celui de la paix au Moyen-Orient, lors de cette rencontre avec Barack Obama en 2013. Vos succès sont nos succès, et vos échecs, que vous les aimiez ou non, sont nos échecs. Desmond Tutu, c'est aussi une bonne humeur contagieuse. Il reste le visage le plus radieux de la lutte contre l'apartheid. Un grand monsieur qui s'en est allé ce week-end. Voilà. Petit D'ailleurs- correctif, excusez-moi, je ne sais rien à voir, mais Bartholdi, je me suis trompé, il n'est pas italien, il est alsacien, donc d'origine allemande aussi. Voilà. J'ai vu cette semaine, je pense que toute l'équipe l'a vu, une vidéo de Nelson Mandela, justement sur cette question. On lui pose la question, alors c'est un Américain noir, un sénateur de droite, et lui dit, vous avez toujours soutenu M. Arafat, M. Gaddafi et M. Castro. Est-ce que vous souhaitez que l'un de ces trois devienne président de l'Afrique du Sud? Et une réponse politique extraordinaire que nous n'avons pas, nous, en France. En clair, il lui dit, vous voulez faire de vos ennemis à vous nos ennemis à nous. Or, nos ennemis à nous, ce pas vos ennemis à vous. Et donc, Desmond Tutu était dans cette vision, ce que chacun se bat contre ses ennemis avec le soutien des autres et ne devient pas l'agent pour défendre les ennemis des autres. Oui, c'est clair. Un an de stratégie vaccinale. Vous vous souvenez, il y a un an, il n'y avait pas de vaccin. Ouais. Et vous vous souvenez qu'il y a un an tout pile, la première vaccinée s'appelait, vous vous en souvenez? Un prénom d'une femme, oui. Oui. Oui, Morissette. Oui, voilà. Ah, Maurice, c'est ça fait- Nos confrères d'RT France seront venus sur un an de stratégie vaccinale. Ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Ils étaient 5 le 27 décembre 2020 à recevoir leur première dose de vaccin anti-Covid-19. Parmi eux, Morissette, 78 ans, officiellement première vaccinée française. C'est avec ces 5 injections qu'a débuté dans le pays la campagne de vaccination contre le Covid-19. Un coup d'envoi aussi donné sur Twitter par le chef de l'État. Nous avons une nouvelle arme contre le virus, le vaccin. Tenir ensemble, encore. Mais la campagne vaccinale en France n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre retard de livraison, début difficile et ce coup d'arrêt en mars 2021 avec la suspension dans plusieurs pays d'Europe du sérum d'AstraZeneca. Motif, des suspicions de cas de thrombose. S'il a été depuis réhabilité, il reste boudé dans de nombreux centres de vaccination. Aujourd'hui, en France, plus de 51,5 millions de personnes ont reçu au moins 2 injections de sérum anti-Covid-19 et l'exécutif continue de miser sur une vaccination massive avec notamment la dose de rappel. Nous allons atteindre aujourd'hui les 20 millions de rappels. Merci à tous ceux qui, mobilisés comme jamais, nous permettent de nous protéger face aux variants Delta et Omicron. On continue, on amplifie, on y arrivera ensemble. Place aussi à la vaccination des 5-11 ans. Les plus fragiles peuvent désormais être vaccinés depuis le 15 décembre dernier. Une vaccination élargie à tous les enfants depuis le 22 décembre, mais sur la base du volontariat. 350 centres de vaccination en France ont été préparés pour recevoir ce type de public. Voilà, un an de stratégie vaccinale. Ça n'a pas été facile. C'est vrai que j'avais complètement oublié ce coup d'arrêt avec AstraZeneca là, au mois de mars. Ah, c'était violent ça. Ouais, c'était violent, hein, avec tellement des cas de plus. thrombose, etc. Voilà, d'ailleurs, AstraZeneca, on n'en trouve plus quasiment ici en France. C'est normal. On l'a envoyé où d'ailleurs, AstraZeneca? Ils ont récupéré leur stock qui ont été détruits pour une partie.
Et le problème, c'est qu'en plus, AstraZeneca, c'était anglo-suédois. Donc déjà, avec le Brexit, ça les a pas aidés. Mais effectivement, le vaccin a fait preuve de ses limites très rapidement, malheureusement. La France devrait passer une commande de 2 milliards de doses de Pfizer d'ici 15 jours pour les années 2022 et 2023. Je tiens à rappeler qu'il n'y a toujours pas de vaccin français. Bah non, ça, il n'y en aura pas. Ils ont arrêté toute étude, Sanofi. C'est une honte. Ouais, c'est vrai, ça. C'est une honte, ça, Tarek. Pays de Pasteur, comme on disait tout à l'heure. Pays de Pasteur, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Bon. Très bien. Pour le zapping, j'ai un dernier truc qui risque de vous intéresser, messieurs. Le dernier projet d'Israël. Doubler le nombre de colons sur le plateau du Golan, écoutez. Doubler le nombre de colons israéliens sur le plateau du Golan d'ici 5 ans. Décision prise dimanche par Israël en Conseil des ministres. Un gouvernement qui s'est même réuni pour l'occasion sur place. Le Golan, ce territoire stratégique pris par l'État hébreu à la Syrie en 1967 et annexé il y a 40 ans. Le Premier ministre Naftali Bennett avance la nécessité de développer les infrastructures et les emplois dans cette région. Mes amis, c'est notre moment. C'est le moment pour le plateau du Golan. Un concours de circonstances nous a amené à prendre aujourd'hui une décision gouvernementale spectaculaire visant à canaliser des ressources considérables, environ 280 millions d'euros, pour renforcer les communautés du plateau du Golan. Après de nombreuses années statiques concernant l'étendue de la vie communautaire, notre objectif est aujourd'hui de doubler la population du plateau du Golan. Nous allons créer ici 2 nouvelles communautés, Asif et Matar. Nous augmentons la vie communautaire ici. Voilà. Alors, vous remarquerez 2 choses. Oui. La première, c'est le reportage de France 24, je précise. Oh oui, il va doubler la population, mais on ne sait pas combien il y a aujourd'hui et combien il y a demain. Et ça sera encore un échec en attendant des négociations, des guerres et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pu, en Israël, vendre l'idée de la colonisation sur le fait que le titre de la propriété est la Bible, et que dans tel endroit il y avait tel saint, il y avait tel... donc les gens, par de croyances religieuses, vous savez les dégâts que fait la religion, s'accrochent. Mais ils ne peuvent rien dire d'un point de vue religieux ou théologique sur ce plateau de Golan, en dehors de la colonisation classique. Donc, si vous voulez, les gens vont aussi, parce que quand on leur dit aller à Tibériade, aller à telle ville, aller à... c'est des villes juives dans lesquelles il y a les ancêtres, et ils y vont. Deuxième chose, la force de l'homme, ironiquement, comme dit l'autre, c'est qu'il ne se projette jamais à demain, et qu'aujourd'hui il est fort, il fait, jamais il ne fait dans une réflexion en disant au cas où, parce que les destructions derrière, y compris psychologiques, parce que quand vous devenez une grande puissance et que derrière vous tombez, l'histoire retient surtout le fait que vous soyez tombé. Absolument. Mais bon, et il faut bien qu'il existe. Il y a 2 choses qui ont été dites, qu'il existe par rapport à Benjamin Netanyahu, parce que depuis qu'il est là, il a rien fait en termes de propagande à l'étranger. Déjà, France 24 présente ça comme une prise. C'est pas une prise, c'est un vol. Ils ont volé un territoire qui est un territoire c'est une occupation militaire. Donc un vol. Quand on vole un territoire, la colonisation c'est un vol, c'est pas autre chose. Deuxième chose, surtout qu'ils disent que c'est un plateau stratégique. Alors j'ai une fois l'occasion de discuter avec un sioniste ex-militaire. C'était très intéressant parce que même lui qui était un ex-militaire qui a fait la guerre du Liban, donc on n'était pas d'accord sur grand chose évidemment, m'a quand même dit une chose, il trouvait ridicule de considérer que le plateau, le haut plateau, c'est comme ça qu'on l'appelle, du Julan en arabe, donc Golan, ce haut plateau n'est plus stratégique dans la mesure où on utilise des missiles. Donc il ne sert à rien de dominer une région parce que le missile passe au-dessus. Donc c'est 2 fautes historiques et effectivement cet homme regarde l'histoire avec des rétroviseurs, il ne regarde pas avec le futur. Et le futur, malheureusement pour lui, c'est quoi ? C'est les drones. On a vu ce qui se passe actuellement en Éthiopie, où en même pas 15 jours, les Éthiopiens ont écrasé la rébellion du Tigré. Et bien, dans le Golan, puisque les Syriens ne vont pas rester à terre tout le temps, ils vont finir par être équipés militairement, par se renforcer avec des alliances régionales, et ils reprendront le Golan d'une manière ou d'une autre. Voilà pour cette petite information décortiquée par nos amis Gamal Abina, Tarek Mami. La France va-t-elle s'arrêter de tourner ? La France risque-t-elle d'être désorganisée au mois de janvier, voire même cette semaine ? Quelles seront les annonces annoncées ce soir ? Ballon d'essai sur les réseaux sociaux avec les médias, en fait, et à chaque fois c'est la même chose. Se font un test d'opinion. Balance des petites informations qui fuitent de la part de certains membres du gouvernement, comme quoi la presse et le gouvernement travaillent ensemble. On teste un peu l'opinion, on voit ce que ça donne et on décide ensuite qu'est-ce qui va se passer ce soir, à quelle sauce on va être mangé à 19h. C'est une conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran, non pas le président de la République qui lui s'exprimera
vendredi soir, traditionnellement pour les cérémonies, enfin pour le réveillon du Nouvel An. Eh bien, on verra justement. On en parle dans un instant. Parmi, je vous donnerai les différentes options qu'il y a sur la table. Alors, des pires au moins pires. On fera le point dans un instant. Juste après ceci, à tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Le LGF, les amis, émission de référence en ce lundi 27 décembre, effectivement, c'est le jour des annonces en ce lundi, puisqu'il y avait lieu, ont lieu aujourd'hui un conseil de défense. On doit être au 218e ou 230e conseil de défense depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Donc conseil de défense sanitaire. Puis un conseil de ministres durant lequel d'ailleurs on va proposer le projet de loi pour le passage du pass sanitaire au pass vaccinal qui passera par la case Parlement par la suite pour une adoption courant janvier. Voilà. Donc ainsi on va passer du pass sanitaire au pass vaccinal. Pour autant, les annonces annoncées ce soir. Alors il y a plusieurs options. On a fait fuiter un petit peu dans les médias ce week-end, peut-être sciemment d'ailleurs pour tester un petit peu l'opinion, l'idée d'un couvre-feu pour la soirée du Nouvel An. Couvre-feu qui démarrerait de 20h à 5h du matin, visiblement. Et puis après, certains médias nous annoncent que finalement, l'option serait retirée. D'autres options qui sont sur la table, c'est le report de la rentrée scolaire, qui est prévu donc lundi prochain. On part d'une semaine. Là aussi, apparemment, c'est pas une priorité. Le super pass, on n'arrête pas le progrès. Le super pass, c'est quoi? C'est pass vaccinal plus test négatif, notamment pour les endroits à forte concentration, tels que les discothèques qui sont pour l'heure fermées, et éventuellement. Alors, les restaurateurs aussi sont inquiets parce qu'on risque de leur demander les cartes d'identité des clients qui vont venir dans leur restaurant pour voir si ça correspond avec le pass sanitaire. Ça vient en complément à ceux qui demandent que le pass comporte la photo. Ouais. Ce qui fait que quand vous voyez, vous avez un pass et une photo. Voilà. Et puis, alors, il y a aussi le port du masque à l'extérieur. Là aussi, il faudrait qu'on nous explique l'efficacité parce qu'aucune étude n'a prouvé que le masque était efficace à l'extérieur. Mais bon. Messieurs, vous êtes président de la République. Qui plus est, vous avez une élection pour tenter de vous faire réélire dans 4 mois. Il faut y aller mollo, quoi, non? Non, faut jouer responsable. Ouais, faut expliquer que régler le problème de la pandémie tant que je suis président est plus importante que ma réélection. Il faut que le discours soit clair. Si on a un problème dans la communication dans le gouvernement, c'est qu'en fait, on nous a dit que les masques ne servaient à rien. Et après, il est obligatoire. Donc, c'est ce discours qui ne tient pas la route. Ouais. Quand on est un homme politique... Qu'est-ce que vous feriez, vous, Tarek, avec les chiffres là qui explosent, les contaminations? J'explique que la situation est grave, et que la vie des citoyens est plus importante que la fête, que soigner la population tant que je suis pas président est plus importante que mon éventuelle candidature pour une éventuelle présidence. Faut parler régalien. Et pas dire, moi je vous aime bien, mais quand même, je vous passe un peu de pommade, ça marche pas. Ça marche plus. Parce que si vous voulez, il y a eu tellement ce genre de discours qu'aujourd'hui, ce discours n'est plus crédible, surtout face à des gens qui en face, eux, balancent n'importe quoi, les 4 candidats. Moi je fais ça, parce que ça les engage pas. Donc moi, je serais plutôt beaucoup plus ferme et beaucoup plus intérêt général sur intérêt personnel. Donc, couvre-feu? Couvre-feu. J'ai vu aussi l'option d'un couvre-feu pendant 3 semaines, ça j'y non, crois mais non, 3 semaines, non, ça tient pas la route. Non, mais quand on sait en plus l'efficacité du couvre-feu, non, mais le couvre-feu, on peut faire le couvre-feu en soirée, 20h tous les jours. Il faut envoyer un message que je fais tout pour réussir et que si ça marche pas, j'aurais tout tenté. Mais pas, je vous donne ça, mais soyez à 3. Quand on dit soyez à 6 dans une maison, qui va dire nous sommes une famille de 20 d'habitude et qui on va sortir pour rester 6? Bah oui, mais l'année dernière on nous demandait de mettre papy et mamie à la cuisine. Donc oui, donc c'est stupide. C'est ce genre de discours qui décrédibilise. Là, moi j'ai vu plein de choses où on a fait 3 tables, une table dans le garage pour les grands-parents, je sais pas quoi. Et en fait, les gens ont coupé par tranche d'âge et ils ont fait une dans le salon
une dans la cuisine et une dans non, le mais garage. Ça, je pense que c'est c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas vraiment n'importe quoi parce qu'ils ont aucun. Faut être très clair. C'est pas un pays. On n'est pas dans un état policier. On peut pas mettre un policier derrière chaque famille. Donc l'objectif, je pense, c'est pas d'atteindre cet idéal qui serait de séparer les gens fragiles de ceux qui ne sont pas fragiles ou d'empêcher les gens de. Non, mais quand on fait 3 tables dans une maison, les gens circulent. Oui, mais c'est ils pas. vont se voir. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est la rationalité qui parle. Mais là, il parle à des gens qui ont peur et qui ont besoin de se rassurer. Or, on fait appel en faisant ce genre de propositions qui ne sont pas des propositions fermées. C'est ça qu'il faut ouvrir. C'est pas fermé. Ils n'intéressent pas les gens de se réunir. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Gamal, au vu de la situation? Bah, moi, je dis simplement, là, quand on dit ça, c'est pour conscientiser les gens, pour qu'ils aient le sentiment qu'il y a effectivement, il y a un risque sérieux. Mais ça va, les gens, ils ont joué le jeu, on a 90% de vaccinés, là. Mais c'est ça qui est bien, mais enfin, il a fallu mettre la pression. Mais j'ai envie de dire simplement, quand on est président de la République à 4 mois d'une échéance aussi importante pour lui, puisque il joue son batou. Quand on est un homme qui a quand même fait un travail assez, il faut lui reconnaître cette qualité. Il a fait des bêtises pendant 3 ans, mais quand il a commencé à serrer la vis sur la vaccination, il a eu raison. Les résultats sont là. Il y a beaucoup de contamination, ce qui est normal, mais il y a très peu de morts, ce qui est malheureusement est Est-ce que tu peux admettre une bonne fois pour toutes que la vaccination, la stratégie vaccinale n'est pas la bonne? Mais non, mais la stratégie, moi, c'est pas moi qui le dis. Attendez, non, il faut tu veux que je sois honnête avec toi. Tu veux que je sois honnête avec toi. Arrête de se prendre pour des scientifiques, y compris Macron n'est pas scientifique. Mais il y a pas besoin d'être scientifique pour comprendre. Le directeur de l'OMS te dit ta stratégie à cause de doses de rappel n'est pas bonne. Le directeur de l'OMS dit que ça n'est pas bon parce que des pays ne sont pas vaccinés. Bah oui. Donc arrêtez d'inciter les gens à aller se vacciner. C'est pas la bonne stratégie. Si, il faut qu'ils se vaccinent. Il faut qu'ils se vaccinent. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? La question, elle est simple. Comment a-t-on éradiqué, c'est ça, moi, ça me fait marrer, à chaque fois, on ne prend pas le passé il parle. Comment a-t-on éradiqué la poliomyélite? On l'a éradiqué parce qu'on a fait une vaccination massive et sans négociation avec les gens. C'était obligatoire. Si vous voulez des résultats, si vous voulez battre un virus aussi vicieux, il faut utiliser des armes massives. On ne peut pas faire, malheureusement, dans la demi-mesure. Et en l'occurrence, le problème de la démocratie, c'est qu'ils négocient avec le peuple en disant vous y allez pas. Donc moi, j'ai envie de te dire, si on vaccine massivement le monde entier, le virus est mort. Parce que le vecteur, c'est l'humain, et si l'humain le tue, c'est fini. C'est pas le cas, et la conscience des nations serait de distribuer massivement des virus dans les pays les plus pauvres, c'est tout. Alors, il y a aussi des vaccins, excuse-moi, des vaccins. Oui, il y a un truc qui m'interpelle, moi, à chaque fois qu'il y a des annonces importantes dans ce pays. Comme disait d'ailleurs quelqu'un sur Twitter, je sais plus que tout à l'heure, il disait mais on n'a plus besoin de regarder la télé, de regarder les annonces puisqu'on sait tout déjà d'avance. Est-ce qu'il y a jours que j'ai pas vu de télé, hein. Non mais est-ce qu'il y a, selon vous, est-ce qu'il y a un rapport justement médias politiques qui travaillent ensemble pour tester l'opinion, balancer des infos, fuiter pour tester un peu l'opinion? On a vu d'ailleurs sur Twitter ce que ça donnait hier soir pour un éventuel couvre-feu d'ailleurs. On appelle ça les ballons d'essai, c'est normal. Ouais, les ballons d'essai. Ça a toujours existé, même avant les RS. Oui, mais c'était un peu plus compliqué. Ah bah c'était dans les journaux. Bah oui, dans les journaux, bien sûr. C'était dans les journaux de la presse. Voilà, François, le gouvernement s'apprête à. Voilà. Bon, alors il y a quand même des appels à la désobéissance civile par rapport aux soirées du réveillon. Ça, je vais même pas en parler. Ça, c'était oui, mais ils ne pas en parler. Mais tu sais que les gens en ont marre, en fait, Gamal. C'est que vous. Mais qu'ils en aient marre, c'est normal. Mais ils préfèrent vivre ou mourir, c'est la question. Vous êtes tranquille dans votre petit confort, dans votre bureau. On est à Paris. Vacciné, mais il y a des gens, c'est notamment les jeunes. Et on a été jeunes, on a eu 18 ans. Tout le monde est jeune, c'est pas le problème. Non mais t'imagines la vie qu'ils ont depuis 2 ans, ces jeunes. Attends, Christophe, moi le nouvel an. Attends, Christophe, je sors tous les nouvel an, c'est pas le problème. Non mais d'accord, au bout d'un moment, il faut se mettre à la place des jeunes. Non, je me mets pas à la place des jeunes. Aujourd'hui, il faut vaincre un virus. C'est triste, c'est difficile. Il faut quand même reconnaître cette qualité à Macron. Il n'a pas verrouillé le territoire depuis qu'il a fait son dispositif en juillet. Disons merci à ce bonhomme. Il y a des pays qui ferment tout. Aujourd'hui, il a fait le travail. Moi, merci à l'élection. Excuse-moi. Non, pas l'élection. Non, c'est pas l'élection. Il était nécessaire d'agir pour l'économie. Les premières décisions, on était encore très très loin de l'élection. Bien sûr. Et le quoi qu'il en coûte et qui a coûté économiquement, très cher, bien sûr. Et qui risque de nous coûter cher par la suite d'ailleurs. On sera plus là comme l'autre. Non mais au-delà de ça, de toute façon, la dette doit être annulée. Moi, je suis à ce niveau-là. On doit annuler la dette. Arrêtez de plaisanter là-dessus. Non mais c'est vrai que en fait, moi aujourd'hui, j'ai dit exprès, ça fait 8 jours que j'ai pas allumé ma télé pour voir un programme télé. J'allume la télé pour regarder des films ou pour faire autre chose. Pourquoi? Parce que ces trois, principalement ces 2 télévisions d'information continue, d'opinion continue, sont devenues des instruments d'angoisse et de propagation. On parle de BFM et de CNews. Oui. C'est des télévisions privées, c'est normal. Non, mais privé ou pas privé, je veux dire, il y a une responsabilité. C'est de la fausse spectacle. C'est la fausse spectacle. Oui, non, mais aux États-Unis, ils se sont. Non, aux États-Unis, ils ont c'est Fox.
Ah non, il y en a deux. Il y a CNN et Fox News. Non, CNN ne fait pas CNN, elle est sur une autre ligne, elle n'est pas dans cette angoisse, elle est politiquement plutôt de gauche. Non, mais je la regarde. Donc je sais. Mais je veux dire. Je regarde aussi. Oui, mais l'angoisse que vous avez diffusée par CNN, par nos deux télévisions d'information quotidienne, moi je les regarde, je suis journaliste professionnel. Mais c'est pas de l'information, c'est de l'info spectacle. Oui, non, mais c'est en cela que ça peut pas être regardé. Vous dites ça, cher Gamal. Mais l'information, vous regardez Arte, par exemple. Cher Gamal. C'est comme les Français, la meilleure télé pour eux, c'est Arte, que personne ne regarde. Non, mais quand vous rentrez dans les magasins, dans les maisons, et tout, vous avez l'une de ces deux chaînes. Et les gens, il y a encore une vidéo, moi je commence à regarder un peu le vidéo rigolote, un type qui dit « Ah, je suis malade, machin », et le médecin, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « Arrêtez de regarder la télé, vous êtes dans un canapé, vous écoutez des matraquages, et après vous devenez islamophobe, homophobe. » Pourquoi ? Parce que ces informations, aujourd'hui, sont hors de tout. Donc, vous avez raison, Christophe. Des fois, mieux vaut aller suivre les réseaux sociaux parce que ça oblige à regarder, ça oblige à lire, ça oblige peut-être à commenter, alors que devant une télé, aujourd'hui, vous devenez un être passif. C'est comme si on faisait le fameux vaccin de tout ce qu'on n'aime pas, mais 1000 fois par jour. Mais moi, j'ai une question à poser. Moi, je comprends pas ce qui me fait délirer. J'appelle cela l'info spectacle. À l'époque, il y avait aussi de l'infomercial. Donc, l'infomercial, c'était de l'information pour faire la publicité. Donc, on vantait les qualités d'un produit. Là, l'info spectacle, c'est quoi? C'est une information qui est anodine et qu'on fait monter en boucle, qu'on exagère, qu'on déforme, de telle sorte que ça crée une émotion. Le problème, c'est que si on veut de l'information, il faut prendre les chaînes nationales d'État, c'est tout. Si on veut de l'information, il faut prendre Arte plutôt. Même Arte fait le travail en l'occurrence. Mais ils font moins dans le spectacle. Alors vous avez une chaîne qui fait le truc, c'est France Info, télé. Oui, France Info, les bien aussi, très bien. Mais que pour les gens, ils apprennent. Mais que personne ne regarde. Non, c'est ça qui est dommage. Christophe. Il faut s'adapter aux gens qui vous regardent. Vous êtes marrant. Non, il y a un truc qui me tue. En termes de radio, les gens écoutent France Info et considèrent que c'est sérieux et crédible. Et en termes de télé, ils ne regardent pas France TV, et ils ne la considèrent pas comme crédible. On a quand même un problème socio... Mais non, parce que les gens sont attirés par le spectacle. Si on fait de l'information réelle, elle est ennuyeuse, l'information réelle. Il se passe rien. Il se passe pas de spectacle. Par exemple, si on écouter Anas Kazib, tu vas voir s'il est ennuyeux. Non, on parle pas de politique, on parle d'information. La politique, c'est un autre débat. Mais ce qui se passe, un exemple très concret. Aujourd'hui, le Covid, c'est 100 000 contaminations. Alors, ça fait peur à tout le monde. Sauf que si vous contrebalancez, oui, d'accord, mais il y a que 90 morts et il y en a eu 50 la veille, ça rassure. Mais quand on fait les spectacles, 100 000 contaminations. Ouais. Je vous rappelle, l'année dernière, on parlait pas des contaminations. Ça, on calcule même plus les contaminations, on pouvait pas les mesurer de façon. On parlait que du nombre de morts qui était extrêmement anxiogène. Donc quand vous faites du spectacle, il faut de la mort, faut que ça Nabil est avec nous dans un instant, juste après la pause, et Anas Kazib est arrivé dans le studio sur France Maghreb 2. Il va nous présenter son projet pour la France. Il est candidat à l'élection présidentielle. Le LGF, émission de référence tous les jours 16h, 18h avec Gamal Abina, avec Tarek Mami aujourd'hui, notre invité dans un instant, Anas Kazib, qui est le premier à passer dans le LGF pour nous présenter son projet pour la France. Il y en aura bien d'autres juste derrière. On espère que cette première sur France Maghreb 2 en tant que candidat, parce que c'est pas la première fois qu'il vient, lui portera chance. Pour l'heure, on est avec Nabil qui nous appelle d'Evry. Salut Nabil. Ouais, salut. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et toi mon Nabil? Ouais, très bien, merci. Oui, je voulais revenir sur la vaccination, si vous permettez. Du coup, moi, je voulais dire que je suis quand même assez stupéfait de la situation parce que, en fait, 2 ans après le début de la pandémie et du coup, le fait que 90% des personnes sont vaccinées, eh ben, on est quasiment au même point. C'est-à-dire qu'on parle de confinement, on parle de restrictions, on parle de mettre la pression sur les 10% de non-vaccinés. On parle de paralysie de l'État alors que tout le monde est vacciné. Ça voudrait dire que le vaccin, il fonctionne. 90% de vaccinés avec un vaccin qui fonctionne. Je suis désolé, on n'est pas dans ce débat-là. Est-ce qu'il faut fêter Noël? Est-ce qu'il faut aller manger? Alors là, les gens, les nombres d'incidences explosent. Qui c'est qui va se faire dépister? C'est les vaccinés. Puisque les non-vaccinés, ils doivent payer leurs tests. Donc ça veut dire que les non-vaccinés, ça veut dire que les vaccinés, eh ben leur taux d'incidence, il explose. Ça veut dire que le vaccin, il ne fonctionne pas. Et quand je vois attendez, là vous avez des quand je vois ce qu'il dit, là ça a marché la vaccination, on a moins de morts et tout ça. La vaccination. En fait, tous les pays qui ont beaucoup vacciné, tous les pays qui ont beaucoup vacciné,
ils ont des taux d'incidence hyper élevés. Oui, tout à fait. Non, c'est faux. Non, mais c'est pas faux. Non, mais c'est pour aller sur la logique. Tout le milieu de l'Afrique n'est pas vacciné, il n'y a rien, il n'y a pas de Covid. Ah oui, c'est un autre problème l'Afrique. C'est un autre problème l'Afrique. Non, mais juste une question. Vous avez 3 chiffres à voir. Le premier chiffre à voir, c'est parmi ceux aujourd'hui qui sont en réa, quel est le pourcentage de ceux qui sont vaccinés, quel est le pourcentage qui sont non vaccinés. Ça, c'est un élément clé qu'on dépasse. La deuxième chose... Vous les avez pas, les chiffres. Mais si on les a, c'est 87%. Allez-y. Vous les avez. Alors, moi, je donne les chiffres avec une source. Et vous pouvez appeler, vous vérifierez. Docteur Majid Si Hossein, responsable de l'hôpital 5 Amis. Son chiffre exact, c'est 87% de gens en réanimation chez lui. Donc, c'est pas la télévision qui parle. C'est un professionnel de la santé. Il est à l'hôpital. Il gère l'hôpital. 87% des gens qui sont en réa sont non vaccinés. C'est clair. Ça, c'est un élément objectif. Comment alors? Si vous n'êtes pas d'accord avec la vérité. Alors, deuxième. Attends, juste à l'instant, monsieur Mémy. Donc, vous êtes pas d'accord avec un fait? De réanimation, il y a 14 places. Vous n'êtes pas d'accord avec un monsieur? Je vous ai donné une source et un homme. Ils sont déjà saturés. En temps normal, ils sont déjà saturés. Du coup, il va y avoir 3 ou 4 non vaccinés et tout. Et vous trouvez que ça a explosé tout? Non, c'est faux. Les médecins à la télé, donc ils sont complaisants. Mais c'est pas la télé, c'est un ami. C'est pas la télé. Ils sont pour la vaccination. Ils font le forcing. C'est un ami. La propagande. Mais c'est hallucinant. La propagande. C'est un. Ah bon? Faut aller voir son hôpital. Il vous fera visiter les réa et on verra qui fait la propagande. C'est un hôpital, Gamal. C'est pas. C'est un hôpital. C'est ce qu'on appelle un échantillon représentatif des hôpitaux de Paris. Il y a rien comme personnes vaccinées. Il va y avoir 3 personnes non vaccinées. Il va y avoir 4 personnes vaccinées. C'est pas un pourcentage sérieux, ça. C'est d'autres personnes qui on parle des alors vous connaissez pas le système hospitalier. Désolé, on sépare les Covid. Laisse-le parler, après tu pourras lui répondre. Sont saturés en temps normal. Oui, mais ça c'est vrai, il a raison. Ah bon? Mais oui, bah non, on a fermé 6800 lits dans ce pays. Mais non, on ne confond pas les lits et les réa. Là, vous confondez tout. On a fermé des lits et dont les lits Christophe, faut pas confondre les lits et les réa. En réanimation. Je parlais pas en même temps. C'est ce mec qui me laisse parler. En 2020, on a fermé 5700 lits, on aurait pu. Je peux répondre à ça. Non, mais je peux répondre à ça. Ils ont fermé 20 000 lits sur les dernières années. Ça, vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Maintenant, c'est honteux. Ça, là, je suis d'accord pour ça. Non, ce qui est honteux, c'est de tout mélanger. Je vais vous expliquer deux choses. La première, vous faites de la propagande pour la vaccination. Attendez, je vais vous laisser parler. Vous ne vouliez pas vous faire vacciner, vous, Gamal Amina. Oui, parce que j'ai eu le Covid. Parce que je maintiens. Parce que j'ai eu. C'est normal dans un pays avec une AMM conditionnelle de vacciner toute la population. Bah oui, mais ils écoutent les gens. Ils écoutent pas, il faut écouter, monsieur. Vous voulez vacciner toute une population, même les enfants. Vous voulez que je vaccine ma fille pour aller faire du sport. Non, mais c'est honteux. Alors là, on part d'un truc à l'autre. Alors, je peux répondre. Laisse Gamal répondre et ensuite voilà. D'abord, vous confondez. Voilà, le démocrate, il laisse pas parler maintenant. Dans un État qui est limite un État autoritaire là maintenant. Je suis plus libre. Je peux plus aller au restaurant. Moi, je suis pas libre de répondre. Je suis pas libre de répondre. Nabil, c'est la démocratie, c'est d'écouter, monsieur. C'est quoi cette dictature? Ok, la démocratie. La dictature, c'est vous pour l'instant. Vous ne laissez pas parler. Excusez-moi. Laissez-moi parler, chacun son tour. Voilà. Donc d'abord vous confondez le nombre de lits effectivement fermés et c'est inadmissible là-dessus et les réanimations. C'est ensuite, pas propre à Macron. Non, c'est pas Macron, c'est 40 ans de politique et de gabegie. Ouais. Maintenant, il y a une chose que là vous venez d'insulter un de mes amis médecins quand même qui est responsable d'un hôpital et qui ne ment pas. Lui, il est sur le terrain contrairement à certains. Il faut aller à l'hôpital avec lui pour voir ce qui s'y passe. Vous me parlez des réanimations. Sachez, et vous le savez peut-être pas, que depuis plus d'1 an et demi, on sépare les malades du Covid des malades en réanimation classique et que les réanimations n'ont jamais été depuis de la Seconde Guerre mondiale saturée. Donc quand on dit qu'il y a une saturation du service des réanimations Covid, je parle pas des réanimations classiques, Covid, ça signifie que réellement la situation s'est dégradée. Mais pour le savoir, faut faire un tour à l'hôpital, faut aller voir ce qui se passe. Mon ami, en l'occurrence, le docteur Majid Hossein, il m'a montré les photos et j'ai vu, c'est horrible. Il a fait venir un four frigorifique, une machine frigorifique pour faire en sorte qu'il ait une salle supplémentaire pour les cadavres. C'est ça les réalités qui étaient le cas il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on est dans une situation de stress réel qui commence à monter parce que malheureusement avec l'hiver, ça
favorise le développement de la maladie. Ensuite, pour répondre à l'Afrique, il y a une chose qu'on n'a pas dite. L'Afrique, c'est un pays qui est chaud avec chaleur sèche. Ensuite, les Africains sont jeunes et surtout les Africains n'ont pas eu le vice des Européens. Ils n'ont pas fragilisé leur défense immunitaire en prenant tout le temps systématiquement des antibiotiques. Nous avons un corps qui a été fragilisé parce que dès qu'on a une petite affection, antibio. Les Africains n'ayant pas accès aux antibiotiques, ils sont beaucoup plus solides pour faire face à ce virus. Il n'y a pas de secret, c'était une évidence. Alors, deux autres éléments. Quand on parle de choses sérieuses, le bon Dieu ou la nature ou le hasard nous a donné deux choses. Quelque chose sur la tête qui s'appelle la raison et quelque chose dans le cœur qui s'appelle le cœur. La passion. Oui. La passion. Et quand on défend des choses qu'on doit comprendre avec la raison, avec sa passion, parce que c'est ma fille, c'est mon fils, c'est moi, on ne peut plus discuter. Pourquoi on ne peut pas discuter? Parce que vous avez quelqu'un qui met un argument technique, scientifique, par un médecin qui a fait son travail et qui dit voilà ce que j'ai sous la main, et vous avez l'autre qui voit son enfant, et c'est normal, et c'est légitime, souffrir, et qui il s'en fout de ce que le docteur lui dit. Et donc il faut, dans ces débats qui sont très très difficiles, écouter sa tête, garder sa raison, et garder sa raison. C'est très anxiogène, hein, pardon, mais... non mais je suis d'accord. On a installé, et il y a des extrémistes des deux côtés. Oui, hein, non mais c'est pour ça, Charles. Quand on entend les discours dans ce pays, à la radio... C'est pour ça que dernière chose... J'ai même entendu ce week-end Tarek, écoutez, dans la communauté, il y a des imams qui s'amusent à faire croire aux gens que dans le vaccin il y aurait du hellouf. et moi qui deviens imam. Mais c'est extraordinaire. Et moi qui va devenir imam pendant 1 minute, je leur dis si le hellouf guérit, il devient halal. Absolument. Parce que le but de la religion, c'est de sauver la vie de l'homme, quel que soit l'instrument que tu prends. Absolument. Et vous avez même des hadiths et des exemples de quand vous vous retrouvez au fin fond du désert, que vous allez mourir, vous tombez sur un truc, vous ouvrez c'est de l'alcool, eh ben vous avez le choix entre prendre une goutte pour survivre, pas une gorgée pour survivre, ou s'allonger et mourir. Absolument. Et Dieu il lui dit bois et sauve-toi. Et donc ce genre d'imam qu'il dégage, comme dit l'autre. Merci Nabil en tout cas. Et je termine par un truc. N'hésite pas à nous rappeler. Jamais personne n'a dit que le vaccin empêche la contamination. Bah oui. Tous, ils nous ont dit au bout de 3 mois que le vaccin diminue le risque de charge et donc on peut réattraper le Covid avec moins de risques. Et tant qu'on ne prend pas quelques éléments objectifs qui ne s'appartiennent pas au gouvernement, qui appartiennent à tous, bah on reste dans la passion. Mais vous savez que ça crée des tensions tout ça dans les familles? Oui, bien sûr. Je veux dire qu'à Noël, il y a eu des engueulades dans les plateaux de Il y a eu dernièrement une dame franco-maghrébine qui est décédée parce qu'elle a menti à tout l'entourage comme quoi Aïcha qu'elle était vaccinée. Non, c'est parce que c'est encore pire. Elle a dit à son mari qui lui était vacciné, je refuse la vaccination, et elle a menti à l'hôpital en disant qu'elle était vaccinée. Non, mais c'est encore plus compliqué. Elle a aussi dit à tout le monde qu'elle était vaccinée et elle s'est fait donner donc un certificat de passe sanitaire. Voilà, donc et ça c'est dramatique. Et là la passion, Christophe, et je comprends, la passion prend le dessus sur la raison. Et son mari ou d'autres dit moi c'est ma femme qui est morte, ne venez pas me dire que c'est pas grave, c'est tout. Oui, c'est logique. Un dernier auditeur avant d'accueillir notre ami Anas Kazib qui écoute, qui se nourrit et qui prépare bien sûr tout cela. Il va intégrer tout ça dans son programme électoral. Bonsoir, qui est avec nous, c'est Mérès, c'est ça? C'est Lounès. Lounès, tu nous appelles d'où mon Lounès? De Drancy dans la voiture, là je cherche une place pour me garer, je trouve pas. Ah bah ça arrive, voilà. Sache que t'es dans la 2e ville la plus embouteillée au monde, c'est Paris. Voilà. Bien, alors mon Lounès, quel est ton regard par rapport à tout ça? Je suis assez d'accord avec vos intervenants. Ceci dit, ils ont mélangé beaucoup de choses en peu de temps. Ouais. C'est pas grave. L'auditeur d'avant, il a le droit d'être contre le vaccin, il n'y a pas de souci, mais pas de s'emporter et d'être contre l'avis des autres. Hein. Moi, je dis mon avis à moi. On a de la chance d'avoir un vaccin, certes, il n'est pas encore à 100% performant, on est en train d'inventer, on y arrivera. Et ce qu'il faut retenir, effectivement, lorsque vous parlez d'Afrique et de pays qui sont moins favorisés, un simple test, ça leur coûte, pour citer l'Algérie par exemple, 4000 dinars. Ouais, donc il y en a qui hésitent, qui vont même pas le faire parce que ça leur coûte 4000 dinars et ça leur fait un trou dans leur budget. Nous, on a la chance d'avoir un vaccin qu'on paye pas, des tests qu'on paye pas. Arrêtons de nous plaindre. Faisons confiance aux médecins qui sont compétents. On a la chance aussi d'avoir des médecins compétents. Après, tout ce qui est le millénaire politique, je sais pas si un autre parti aurait fait mieux. Je sais pas. C'est anxiogène. Il faut être courageux, être optimiste et s'écouter. Voilà. Bon, c'est pas mal pour terminer ce débat, c'est bravo.
Merci mon Lounès en tout cas. J'ai l'impression que tous les DZ de France vont aller se vacciner. Hein. Vous savez que maintenant il faut le passe vaccinal pour. Moi je pense qu'il faut un peu de raison dans tout ça. Je comprends l'émotion du monsieur, mais il y a une chose qu'il faut pas perdre de vue. Quand je disais moi, je maintiens mon propos que je voulais pas me vacciner, c'est parce que je ne voulais vraiment pas me vacciner pour une seule raison. Pas parce que j'étais contre le vaccin par principe, c'est parce que j'avais déjà eu le Covid. T'inquiète pas, on me l'a sorti aussi moi. Oui, et quand on a le Covid, ça met un peu la rage. On sait qu'on est immunisé pendant 2 ans. Donc la vaccination obligatoire, je l'ai faite parce que j'étais coincé. Mais j'encourage les gens qui n'ont pas contracté la maladie à y aller parce que le risque il est mortel. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Et moi j'avais précisé aussi que j'allais pas me faire vacciner tant que c'était pas obligatoire. À partir du moment où le pass sanitaire est arrivé, il fallait considérer que c'était une obligation déguisée. Mais voilà, si tu veux vivre, il faut te faire vacciner. Bon, on va se vacciner avec un vrai projet pour la France. Du moins je l'espère. Il va tenter de le présenter. Notre ami Anas Kazib qui est avec nous. Bonsoir mon Anas. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va. D'abord, félicitations pour l'opération 500 signatures pour Anas en TT. C'était quand, vendredi soir? Je crois que c'était jeudi. Ouais, jeudi. Ça a même donné des idées à Éric Zemmour. Hein. Oui, ils ont copié, ils ont essayé de plagier. C'est horrible, il y a des Zemmour sans le vouloir. Ce hashtag-là. Donc, alors, voilà. on va vite. Comme quoi, avoir les milliards de Bolloré, c'est pas suffisant. Il faut l'attaquer pour. Diffamation. Plagiat. Pour plagiat, c'est la loi. Non, il peut pas. Anas Kazib. C'est un Twitter, on peut pas. On fait le point sur les parrainages, s'il vous plaît, messieurs. Les adorent ce genre de choses. Oui. Les parrainages, c'est tout le problème pour devenir candidat à cette élection présidentielle. Il en faut 500 aujourd'hui. Anas, t'en es à combien? On est à 190 parrainages aujourd'hui. Eh bien. Ouais. Alors, ça fait pas beaucoup. C'est énorme. Ça fait pas beaucoup. C'est énorme. À cette période. Est-ce qu'on sait d'ailleurs jusqu'à quelle date il faut recueillir les 500 parrainages? C'est jusqu'à fin février. Après, est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. Nous, on va essayer d'aller jusqu'au bout pour récupérer les. Quelle est la démarche, Anas Kazib, de cette candidature? C'est d'aller voir Il faut savoir qu'il y a 42 000 personnes qui peuvent attribuer leur parrainage. Ce sont principalement les 36 000 maires des communes de France. Il y a les conseillers départementaux, conseillers régionaux, les conseillers de la ville de Paris et des grandes villes, des grandes métropoles. Il y a aussi les sénateurs, les députés. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'élus qui peuvent attribuer leur parrainage. Nous, essentiellement, on vise les communes de moins de 1000 habitants parce que ce sont des maires qui sont souvent ouvriers, retraités, paysans, etc., qui ont plus de facilité à accorder leur parrainage parce qu'ils sont pas du sérail médiatico-politique comme je dis, ils sont pas affiliés à un parti et que c'est plus facile d'aller les voir. Mais ça pèse énormément, c'est-à-dire que c'est une signature sur 25 maires vus. On a vu plus de 4500 maires aujourd'hui pour avoir 190 parrainages. Donc je ne sais pas si les gens ils se rendent compte du nombre de milliers de kilomètres qu'on est obligé de faire depuis maintenant la mi-juillet pour récupérer ces parrainages. Financièrement, ça pèse énormément sur nous. C'est-à-dire qu'en réalité, on devrait se dire que les grandes structures, les grands partis institutionnels qui ont les moyens et qui ont le nombre de militants, ils pourraient le faire. Mais le pire, c'est qu'eux, ils n'ont même pas besoin de faire ça. C'est-à-dire qu'ils claquent des doigts et l'ensemble des états-majors, ils remontent les signatures des maires. C'est-à-dire que tout le système, il est verrouillé et il est, c'est la chasse gardée de la classe dominante. Voilà. Avant, c'était 100 parrainages. Et puis, avec notamment des candidatures comme celle de Coluche, ils ont multiplié par 5 le nombre de parrainages pour empêcher non pas les candidatures qu'eux, ils disent folkloriques, mais pour empêcher les candidatures ouvrières, les candidatures de gens d'en bas qui vivent les mêmes mots et les mêmes souffrances, moi, comme je dis, de la société. Alors, Anas Kazib, il est né en 1987 à Sarcelles. Il est syndicaliste, il est cheminot, marxiste. Alors, t'en es où avec le NPA? J'en suis nulle part. On est parti pour dire de manière la plus fraternelle, parce qu'on a été exclus du NPA. On nous a empêchés lorsque j'ai porté ma candidature au sein du NPA au mois de mai. On nous en a exclus, c'est-à-dire qu'on nous a, en gros, ils ont dit hors de question. C'est toujours la majorité historique de la direction du NPA ex-LCR qui a toujours décidé des candidats. D'accord, c'était Krivine et puis après ensuite ça a été Besancenot et puis ensuite ça a été Philippe Poutou par 2 reprises. Et donc faut savoir que aussi ils sont à la peine dans les parrainages. Hein. Ils sont à 5 parrainages de plus que nous. Ce qui est quand même incroyable. Ce qui est assez incroyable. Donc aujourd'hui, toi, t'es un indépendant, Anas.
Comment ? T'es en indépendant aujourd'hui. Aujourd'hui, on est indépendant, on a 1000 militants de moins que le NPA et on a toute une tradition en moins, parce que qu'on le veuille ou non, le NPA, peu importe ce qu'on en pense, c'est une tradition historique de l'extrême gauche française. C'est des candidats et des porte-parole importants. Moi, je suis pas Philippe Poutou. Philippe Poutou est largement plus connu que moi. Il a fait 2 candidatures à la présidentielle. C'est un élu de la ville de Bordeaux. Enfin voilà, et donc ils ont que 5 parrainages de plus que nous, alors que faut savoir que notamment nous, de quelques camarades qui sont encore dans le NPA et qui nous expliquent à quel point c'est en crise. Faut savoir que sur les 190 parrainages, quasiment 90% de ces parrainages, ce ne sont que les maires qui ont parrainé en 2017. C'est-à-dire qu'ils commencent à peine le travail d'aller voir les maires que nous on est en train de faire depuis le mois de juillet. C'est-à-dire les premiers maires que tu vas voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui disent je vais réfléchir, etc. C'est-à-dire à quel point ils sont loin. Et le pire, c'est que c'est assez dommage, parce que quand moi j'ai porté ma candidature au sein du NPA, dans le débat démocratique du NPA, comme ça s'est fait, parce qu'eux ne voulaient pas de candidature, ils étaient à ce moment-là, si tu te souviens, dans les régionales en Aquitaine, avec la liste On est là, qui était tenue par Clémence Guettet, la France Insoumise, et derrière Philippe Poutou, et ils avaient fait la même chose avec la liste Occitanie populaire du côté de l'Occitanie, avec des membres de la France Insoumise et des membres du NPA. Donc ils étaient dans ce truc-là d'union électoraliste avec la France Insoumise, et ils ne souhaitaient pas, c'est pas vrai, ils ne souhaitaient pas de candidature du NPA. Nous, on a des textes internes, etc., qui disaient pas de candidature de témoignage de la part du NPA. Donc le moment où nous, on a saisi la balle au bon, on a dit OK, vous ne voulez pas de candidature, nous, on va pas se gêner, parce qu'on est une tendance de plus de 300 camarades dans le NPA. Il est hors de question qu'on se présente pas et qu'on présente personne après les 5 années qu'on vient de vivre. Et puis du coup derrière, les guéguerres d'appareil malheureusement font que la direction historique, qui considère que c'est son appareil et c'est son bébé, elle ne souhaite pas laisser d'autres candidatures. Mais c'était la même chose à l'époque de Ilham Moussaïd. Tu sais, les gens, beaucoup de militants notamment antiracistes des quartiers populaires ont été très impactés, notamment par l'extrême gauche. À l'époque de Ilham Moussaïd, c'était cette jeune qui portait le voile et qui était même pas première de liste, elle était 4e de liste. Ils lui ont fait quasiment un conseil de discipline, en fait, sous pression. Donc ils ont un problème profond, en fait, avec les candidatures qui sont pas de cette majorité-là. Aujourd'hui, c'est dommage, parce que peut-être nous, on les aura pas, je ne sais pas, en tout cas, on va se battre jusqu'au bout, et très probablement le NPA ne les aura pas. Donc au final, c'est quoi l'objectif ? C'est que voilà, il y a des et la seule qui les a aujourd'hui, c'est Nathalie Arthaud, parce que ça fait plus d'1 an et quelques qui font... Est-ce que vous seriez prêt, Anas Kazib, à participer à la primaire d'Anne Hidalgo ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est pas les mêmes projets, parce que c'est une candidature bourgeoise et qu'elle défend un programme qui n'est pas le nôtre. Ouais. Anas Kazib, si vous étiez président aujourd'hui, au vu de la situation sanitaire en France, quelles seraient vos décisions ? On sait que ce soir, des annonces importantes risquent d'être faites par Jean Castex et Olivier Véran à l'issue d'un conseil de défense sanitaire, 218e conseil de défense depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, et un conseil des ministres exceptionnel pour présenter le fameux pass vaccinal qui passera par le casse-parlement pour être adopté mi-janvier. Est-ce que on est dans le bon ? Est-ce que il faut quand même accepter que le président a eu de bonnes choses, pas toujours, mais est-ce qu'on peut dire quand même que les autres n'auraient peut-être pas fait aussi bien ou peut-être pas fait pire ? Voilà. Non, moi je trouve que c'est un gouvernement de charlatans depuis le début, qu'ils ont du sang sur les mains. La réalité, c'est que moi je suis opposé au pass sanitaire et alors encore pire le pass vaccinal. Cependant, moi je suis pour une vaccination massive, mais qui soit pédagogique. C'est-à-dire que faut voir que les gens, ils ont des questions assez simples, de savoir c'est quoi la différence entre AstraZeneca et Pfizer. Moi-même qui suis militant politique, je suis incapable d'expliquer à qui que ce soit c'est quoi la différence entre Pfizer, AstraZeneca ou Moderna, et on le sait pas. C'est-à-dire quand tu vas dans Doctissimo, on t'explique rien du tout. Quand tu dois t'inscrire, tu choisis au hasard. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont des questions de bon sens, et que derrière c'est aussi un lien avec toute la crise de défiance vis-à-vis de la parole politique, parce qu'il faut comprendre que les gens qui ont expliqué que le masque ne servait à rien, qui ont expliqué, faut savoir que Agnès Buzyn, elle avait dit au mois de février qu'elle pouvait se présenter à la mairie de Paris parce que la crise était derrière nous, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore commencé, qu'elle avait déjà dit c'était déjà terminé. Donc c'est normal que quelqu'un qui part en bas, en fait, qui a des inquiétudes, et de manière
manière générale, les gens aiment pas le vaccin. C'est quelque chose, que ça soit dans les films d'horreur, les Dr Jekyll ou quoi que ce soit, on a toujours cette vision de la vaccination, des piqûres, où déjà on n'aime pas trop. Alors en plus de ça, quand c'est combiné avec peu de visibilité, peu de clarté politique sur ce qui est en train de se passer, c'est assez problématique. Donc moi là-dessus, sur le pass sanitaire, etc., et sur la manière de vacciner, moi je considère que il faut faire confiance à la science, il faut faire confiance aux médecins, et je dis aux gens qui ont des doutes, sachez que vous donnez au quotidien, en fait, lorsque vous êtes malade ou autre, votre vie et votre santé à ces mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on peut pas considérer que sur la question du Covid, ces gens-là seraient des menteurs, et que le jour où on aurait du diabète, où on aurait besoin de faire une dialyse, on considérerait que ces mêmes personnes-là seraient les meilleurs médecins. Non, si tu doutes, en fait, parce qu'il faut s'imaginer, ceux qui pensent qu'il y aurait une forme de complot, etc., faut s'imaginer qu'à l'échelle planétaire, c'est même pas à l'échelle que de la France, à l'échelle planétaire, il y a des millions et des millions de soignants, d'aides-soignants, de médecins et autres. Vous pensez une seule seconde que les 4000 médecins qu'il y a dans tel hôpital, les 3000 infirmiers dans tel hôpital, etc., à un moment donné, ils sont tous complices d'un truc dans lequel il n'y a pas de malade, il n'y a pas de mort, etc. Enfin, à un moment donné, ça serait c'est même pas une histoire de complotiste, ça serait un scandale, c'est même pas planétaire, ça serait le scandale de tous les scandales de l'humanité, en fait, de considérer que ceux à qui on va ramener notre enfant pour une crise d'appendicite, à qui on va donner nos parents lorsqu'ils ont Alzheimer, etc., que ces mêmes personnes-là, elles seraient capables d'aider nos parents qui ont Alzheimer ou qui ont un cancer de la prostate, mais que derrière, pour le Covid, subitement, ça serait les pires des salopards. Donc là-dessus, et sur les solutions, pour être très concret, moi je suis pour tracer, isoler et soigner les personnes. Je considère que sur le soin, on ne fait rien. Il y a peu de communication sur la question de comment on soigne et comment on facilite aux personnes qui ont le Covid. Et je pense qu'il faudrait déjà retirer immédiatement cette connerie qui est de faire payer les tests PCR et antigéniques aux personnes qui sont pas vaccinées. C'est n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on remet... Moi, j'ai vu très simplement, la dernière fois, je fais un test PCR, il y a quelqu'un qui est venu dans le laboratoire, il a dit, je dois faire un test PCR parce que je suis cas contact, elle lui a demandé son passe vaccinal, il a dit, je suis pas vacciné, elle lui a dit, ça fait 44 €, il a dit, écoutez, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas 44 € à mettre là-dedans. Donc, à un moment donné, il faut comprendre, à quoi on joue? Est-ce qu'on est en train de jouer avec la santé des gens, ou est-ce qu'on essaye de soigner? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on devrait tester massivement et permettre aux gens de s'isoler. On devrait permettre aux gens de pouvoir réquisitionner des hôtels, des logements, etc. Il y a énormément de choses qui ne se sont pas faites, et sans parler de toute la nécessité aujourd'hui dans les hôpitaux, où c'est pas uniquement le problème des lits qui manque, mais c'est également le personnel hospitalier qui est en arrêt maladie, qui est en burn-out, qui démissionne. Et il n'y a pas de santé publique ni de santé pour tous s'il n'y a pas un personnel hospitalier qui est bien payé, qui a la possibilité de se reposer et qui a envie de travailler et qui est content de travailler. Anas Kazib, est-ce que, comme Philippe Poutou, vous considérez que la police tue en France? Oui, j'ai pas de problème là-dessus. Oui, la police tue. Qui? Comment? Pourquoi? Je pourrais citer énormément de noms. Zineb Redouane, Adama Traoré, Gaye Camara, Lamine Dieng, Wissam El Yamni, Amen. Qu'est-ce que vous feriez justement avec le corps policier si vous êtes président? Nous on est pour la dissolution des corps répressifs comme la BRAV, comme la BAC, etc., les CRS. On est pour le désarmement, en fait, notamment comme on a pu le voir lors des manifestations, où au final on voit que faut savoir que ne serait-ce que dans le mois de janvier, 10 000 balles de LBD ont été tirées, et sur ces 10 000 balles de LBD, 90% ont été tirés par la BAC sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est dire à quel point, en fait, il y a un corps répressif et une répression importante. Je rappelle, les Gilets jaunes au début, c'était pas anti-policiers, entre guillemets. Ils disaient même la police avec nous. Il y avait même des syndicats de police qui disaient attention, on va faire la grève du PV aux côtés des Gilets jaunes. Et si les gens ont bonne mémoire, il y a eu une rencontre avec Christophe Castaner et ils ont eu une augmentation où même les syndicats de police sont sortis. Ils ont dit on a obtenu plus que ce qu'on avait même demandé. Moi, je suis cheminot, c'est-à-dire que mon ministre de tutelle, c'est Djebari. Jamais de la vie, vous verrez un syndicat de la SNCF sortir et dire il nous a donné encore plus que ce qu'on a demandé. Vous allez voir le personnel hospitalier, leur ministre de tutelle, c'est Véran. Jamais vous verrez un syndicat de la santé dire Véran nous a donné plus. Et pareil pour je parle même pas de l'éducation nationale. Le rapport entre les profs et Blanquer est terrible. Mais pourquoi il y a un corps parmi tous les corps, en fait,
qui est le plus protégé, qui obtient tout ce qu'il souhaite. Il a même là aujourd'hui les billets de train, TGV, TER gratuits. Sinon la police, parce que la police, moi je le dis, c'est là l'aspect du marxisme et de l'analyse de classe de la situation. Lénine disait une phrase dans un livre qui s'appelle L'État et la Révolution. Il expliquait que l'État bourgeois repose sur deux institutions centrales, l'institution carcérale et l'institution policière. Faut comprendre en fait, sans police, c'est la police qui est le rempart en fait et qui protège le système bourgeois. Parce que sinon on pourrait demander des comptes à Macron demain matin, on pourrait aller toquer à l'Élysée, il y a personne qui nous empêcherait d'aller voir le président ou de rentrer dans l'Assemblée nationale lorsqu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais s'il y a bien un corps qui est là, qui réprime lors des piquets de grève, qui réprime dans les manifestations et qui réprime dans nos quartiers populaires, c'est bien la police nationale. Et que je pense que on devrait essayer de penser, et moi c'est ce que j'ai envie aussi en tant que communiste, penser qu'on a le droit d'avoir une autre société où ce ne sont pas des hommes en armes et en tenue en fait qui sont le bras armé de tout un système et d'une classe dominante pour pouvoir se protéger. Quelle serait la première action si Anas Kazib arrive à l'Élysée au mois de mai prochain? La première action, moi je dis que, il y en aurait plusieurs, mais je pense que principalement aujourd'hui, face à la crise économique, face à l'augmentation des denrées, de l'énergie et autres, c'est l'augmentation des salaires immédiates et c'est le partage du temps de travail entre toutes et tous. Donc voilà, mais je dirais plus que c'est par package, c'est-à-dire que nous, en gros, on a des volets principaux, c'est la question de la question sociale autour du partage du temps de travail, de l'augmentation des salaires, l'âge de départ à la retraite. Lorsque vous voyez par exemple un article comme Libération qui a fait une enquête où il montre un quart des ouvriers les plus pauvres en fait sont morts avant l'âge de 62 ans, quand il faut attendre que ça soit 80 ans pour les classes les plus aisées, c'est-à-dire 18 ans d'écart de mortalité entre un ouvrier pauvre et une personne de la bourgeoisie. Donc c'est dire à quel point il y a une urgence de repenser tout ça. Et je pense augmentation des salaires, répartition du temps de travail, partage du temps de travail, création d'emplois, etc. Pour l'instant, la jeunesse. Anas Kazib, tout va bien, mais vous allez tomber dans les bras de Tarek Mami et de Gamal Abina. Bon, les bras éloignés évidemment parce que on est en période Covid. Et puis j'ai des questions des propositions à vous soumettre qui ont été faites par les auditeurs, validées par nos débatteurs. Et on va voir parmi les candidats dont vous faites partie, lequel des candidats reprendra le plus de propositions. Voilà. Donc Anas Kazib, je te les présenterai, tu me diras ce que t'en penses. Ne bougez pas, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Anas Kazib qui est notre invité, candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, donc 185 parrainages. Anas, c'est ça. Il en faut 500. 190. 190. Nous en enlevé 5. Très bien. C'est tellement difficile à avoir, on nous les enlève pas. Non, 190, pardon. Anas Kazib, il faut qu'on parle d'un sujet très important et qui concerne beaucoup de nos auditeurs. Beaucoup de nos auditeurs nous rapportent ici sur France Maghreb 2 qu'ils sont victimes de discrimination par leur appartenance religieuse. On sent qu'il y a un problème avec les musulmans dans ce pays. Ça dure depuis déjà un petit moment. Discriminés à l'embauche, discriminés au logement, discriminés tout court. Une islamophobie qui n'a cessé de grimper au vu de ce qui s'est passé évidemment et des attentats marquants dans notre pays. Qu'est-ce que tu fais pour réconcilier cette partie de la population française avec le reste de la France? Comment peut-on en finir avec cette marginalisation aussi bien des musulmans mais aussi des habitants des quartiers populaires? Non, mais je pense qu'il faut voir quelles sont les bases matérielles de l'extrême droite en fait et qu'est-ce qui fait sa montée. Moi, depuis quelques jours là, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Retour à Reims, qui est gratuit, qui est accessible sur YouTube. Faut le regarder en fait, qui montre comment la gauche institutionnelle a participé à l'émergence du vote Front National, c'est-à-dire de comment, d'une part, à travers les trahisons politique de la classe ouvrière lorsqu'elle a été au pouvoir, mais également à travers son influence idéologique, de comment, c'est-à-dire ils ont déplacé l'idéologie de classe, c'est-à-dire de considérer que lorsqu'on est ouvrier, lorsqu'on est issu des classes populaires, on a des intérêts antagonistes, c'est-à-dire différents avec la classe dominante, et que pendant des décennies c'était très clair, c'est-à-dire pour les classes populaires en France, c'était très clair en fait d'appartenir, peu importe l'origine, peu importe la couleur de peau ou la religion, c'était de faire corps et d'être une même classe sociale. Tes solutions, Anas, c'est ce qui m'intéresse. Moi. Attends, mais oui, mais faut que les gens y comprennent, parce que sinon on trouve pas de solution si on dit pas la maladie déjà.
La maladie, on la connaît. Hein. Oui, mais mais pour que tu comprennes la maladie, il faut comprendre quelles sont les racines de ces problèmes-là. Et le moment où on a une gauche institutionnelle qui a participé à effacer en fait la question de l'oppression et de l'exploitation que vit une catégorie de la société, et notamment cette catégorie qui aujourd'hui est notamment la communauté musulmane, parce que elle fait aussi partie de cette classe ouvrière. Elle est aussi derrière les caisses de Auchan, elle est sur les scooters Deliveroo, elle est dans les VTC, à la RATP, la SNCF, etc. Donc elle fait partie de cette société. Et le problème, c'est lorsqu'on explique aux gens que finalement tu as une supériorité de par ton identité nationale et de par le fait d'être français, et qu'au final, tous tes problèmes et toute la misère sociale que tu vis, tu la remets pas non pas sur une classe qui te domine et qui t'oppresse, mais tu la mets sur une catégorie qui est plus inférieure à toi socialement et qui est beaucoup plus exploitée, opprimée. Et comme moi je dis, lorsqu'on t'explique que ton problème c'est Mamadou ou Mohamed, et que ton problème ce n'est pas le patron de Bridgestone qui t'a mis à la porte et qui fait qu'aujourd'hui tu vis de la merde et du RSA, que ta femme peut-être elle t'a quitté, que peut-être tu fais des tentatives de suicide. Et c'est ça la réalité, c'est que lorsqu'on dit que c'est Mamadou et Mohamed le problème, on essaye par là d'occulter que le problème ce ne serait pas Bernard Arnault, ce ne serait pas le patron de Ford qui a pris 16 millions de CICE grâce à l'impôt du contribuable et qui a supprimé 800 emplois, que c'est pas Whirlpool, que c'est pas tous ces déserts. Et lorsqu'on regarde où ça vote Front National en grande majorité, et notamment dans les classes populaires, ce sont dans tous les anciens bassins ouvriers, miniers et autres, parce qu'il y a une misère sociale profonde. Et parce que ces gens-là, lorsqu'ils sont à 500 € par mois de RSA, qui regardent la télé, enquête d'action, enquête exclusive, etc., et qu'on leur parle des Arabes et des Noirs au quotidien, et que même maintenant, une grande partie de la gauche institutionnelle reprend ce discours-là. Lorsque t'as Montebourg, c'est pas un imbécile, c'est pas un fou, mais lorsque Montebourg, il t'explique que pour les migrants en OQTF, c'est-à-dire en obligation de quitter le territoire, il faut couper les transferts Western Union des pays. Il parle pas du Kansas, il parle pas de San Francisco, il parle de nous, des Arabes et des Noirs. Lorsque Montebourg fait ça, ça veut dire quelque chose. Lorsque Fabien Roussel du Parti communiste français, il dit les migrants qui sont ici de manière illégale sont destinés à être raccompagnés chez eux, ça veut dire quelque chose. Lorsque Georges Marchais dit dans un discours, dans un meeting, qu'il faut en finir avec l'immigration officielle et clandestine pour arrêter la ghettoisation, ça veut dire quelque chose. Donc je veux dire par là, pour donner une solution, que moi, en tant que candidat, modestement, mon but, il est de renouer la classe ouvrière, en fait, les classes populaires. Comment ? De leur monde. C'est à travers un discours. C'est-à-dire que lorsque, moi, par exemple, Zemmour, je vais pas, si demain, je dois attaquer Zemmour sur sa politique, je vais pas l'attaquer uniquement sur l'aspect le plus réactionnaire et xénophobe de sa politique, mais je vais faire la démonstration que c'est un bourgeois et que c'est quelqu'un qui fait, au final, une politique et une politique de survie du néolibéralisme. Parce que Zemmour, quand tu t'appelles Jean-François et que tu es au fin fond de l'Ardèche et que ta boîte à la fermer, Zemmour ne fera rien pour toi, au contraire, il va te mettre encore plus dans la misère. Qu'est-ce que fera Anas alors ? Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'il y a la nécessité d'exproprier les richesses des grands groupes capitalistes, qu'il y a la nécessité d'augmenter les salaires, il y a par exemple, je porte le transport gratuit, moi je suis pour que l'ensemble des transports publics de ce pays, que n'importe lequel, en fait, il puisse être gratuit aujourd'hui. Je veux que les gens ils puissent monter dans un TGV et qu'ils puissent, s'ils veulent aller le temps d'une après-midi au port de Marseille, faire un tour et rentrer chez eux le soir, ils puissent le faire librement. Tu vois ce que je veux dire ? Ça règle pas le problème de l'islamophobie. Mais bien sûr que si, ça règle le problème en grande partie le problème de l'islamophobie. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que je le dis et je le répète, l'islamophobie est un leurre. C'est-à-dire que c'est lié à justement éviter de répondre aux problèmes. On te parle de racisme, on te parle d'immigration et de sécurité pour pas te parler de la première préoccupation des Français, à savoir la question du pouvoir d'achat. C'est pas un leurre pour les femmes qui portent le foulard et qui sont agressées dans la rue. Ça c'est autre chose. Des conséquences. Bah oui, mais c'est ça l'islamophobie. Oui, c'est pas que ça. Tu réponds pas à la question là. Non, c'est pas que. J'espère que je t'ai répondu profondément sur les racines de l'islamophobie. Non, mais pour comprendre les racines, on les connaît. Oui, moi, je me des propositions, Anas. T'es candidat, c'est pas moi. Oui, mais c'est ces propositions-là que moi je porte, c'est-à-dire c'est pour comprendre comment on règle. À un moment donné, il faut que les personnes qui sont tentées par le racisme, on dialogue avec elles. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Enfin, comment on fait ? Sinon, on accepte de fait que des gens, en fait, sont racistes par illumination, en fait, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont été frappés par je ne sais quoi, et d'un coup, ils sont devenus racistes. Non, il y a un processus politique qui fait que les gens, ils basculent d'une certaine idéologie, notamment lorsqu'ils sont issus des classes populaires, avec une idéologie humaniste, solidaire, de gauche, etc., anti-impérialiste, anti-coloniale, et qui arrive au final à être tentés en se disant, mais peut-être qu'en
vrai, ils ont quand même un peu raison. Peut-être qu'en vrai, c'est un peu Mohamed et Mamadou qui sont un peu le problème. Peut-être que c'est pas le patron qui est un problème. Peut-être que c'est pas le système capitaliste qui nous met dans tout ça. Peut-être que c'est Mamadou. Et le problème, c'est que si tu discutes pas sur ces bases matérielles-là, en donnant un projet par la positive, c'est-à-dire un projet d'une autre société, c'est-à-dire une société dans laquelle, en fait, on en finirait avec ces formes d'oppression et cette division constante. Parce que la société, elle n'est que divisée. Elle est divisée entre le salarié qui est en CDI, celui qui est en CDD, celui qui est en CDD avec l'intérimaire avec le chômeur, le travailleur français avec le travailleur immigré, et au final, on ne participe qu'à diviser les classes populaires. Et moi, je le dis et je le répète, je ne suis pas candidat pour l'ensemble des Français de France et de Navarre. Je suis un candidat qui porte une voix révolutionnaire pour les catégories de mon camp social, c'est-à-dire les classes populaires, la jeunesse et les quartiers populaires. Tu vois ce que je veux dire? On en termine avec l'islam. Et je l'assume. Est-ce qu'on en termine avec l'islam consulaire dans ce pays? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles l'islam consulaire? La gestion de l'islam consulaire avec cette plaque tournante du CFCM, Maroc, Algérie, Turquie. On en termine ou pas? Comment on fait? Comment on réorganise? Très sincèrement, je saurais même pas te dire parce que c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, vraiment. Enfin, je m'en fiche. Je pense que c'est vraiment les musulmans de France et de ce pays ne s'intéressent pas à ces histoires-là. Ce n'est que de la cooptation permanente, en fait, d'une forme de bureaucratie religieuse qui est là, au final, détourne. Quelle place aurait la religion sous une mandature de Anas Kazi, pardon. Moi, je suis musulman, mais moi, je suis porte-parole d'une organisation qui est athée et qui est laïque et qui porte un projet en fait de liberté de culte, de liberté en fait notamment des femmes de porter le vêtement qu'elles souhaitent, si elles veulent mettre un foulard partout, ou non, partout également. On abroge la loi de 2004. Exactement, on est contre les lois islamophobes de 2004. On est contre aussi toute cette chasse à l'islamo-gauchisme qui est en train de faire Vidal contre dans le supérieur, etc. Faut savoir qu'aujourd'hui des doctorants n'arrivent même pas à pouvoir à faire leurs recherches en France parce que c'est quasiment interdit lorsqu'on veut faire un travail sur l'aspect décolonial, sur l'aspect islamophobe et autres, c'est totalement interdit. Donc ils sont obligés d'aller au Canada, en Belgique ou aux États-Unis pour pouvoir faire leurs recherches tellement c'est une situation anxiogène. Et je pense que tout ça, il faut le voir de manière profonde et sur le long terme. Et je pense que nous aussi, aujourd'hui, on a une responsabilité, d'une part, dans la gauche politique, associative et syndicale. Je pense qu'il n'est pas normal, lorsqu'il y a des mobilisations contre l'islamophobie, contre le racisme et autres, qu'on n'appelle pas à la grève lorsqu'on est une direction du mouvement ouvrier. Je pense que toutes ces choses-là, moi, j'essaye de porter un discours de réunification, en fait, du mouvement ouvrier avec l'ensemble des secteurs opprimés. La réunification en proposant la révolution, ça a du sens. Mais après, la révolution, c'est pas un programme. C'est-à-dire que la révolution, c'est pas moi qui vais décider le jour où ça va venir. Si tu m'avais demandé il y a 3 ans, est-ce qu'un jour t'allais croire que des gens, ils allaient mettre un gilet jaune et ils allaient rentrer dans l'Arc de Triomphe et ils allaient dire je vais chercher Macron, je t'aurais jamais cru. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que les révolutions, elles viennent le moment où la société, qui aurait cru qu'un jour en Algérie, après la décennie noire, après toute la pression autour de la décennie noire, des gens allaient se soulever, notamment en masse des jeunes, pour aller dégager Bouteflika. Est-ce qu'un jour tu parles de l'Algérie, Anas, tu es président de la France, comment tu parles avec l'Algérie et le Maroc qui sont fâchés aujourd'hui? Moi, je dis très sincèrement, ce sont des batailles politiques de gouvernants. Moi, oui, mais toi, t'es la France, tu te places où? Oui, mais moi, je suis pas. Oui, mais moi, je suis internationaliste, c'est-à-dire que ma préoccupation, elle est pas de défendre les intérêts du capitalisme français, parce qu'aujourd'hui, la France, lorsqu'elle parle, que ça soit avec l'Algérie ou le Maroc, et c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des intérêts. Il y a un système capitaliste au Maroc, il y a un système capitaliste en Algérie, et qu'au final, ce sont des bourgeoisies entre guillemets et des gouvernements qui se font la guerre entre eux. Et je pense qu'il faut pas oublier que en dessous de ces gouvernements, il y a des gens en bas et il y a des gens qui sont des frères et des sœurs en fait et qui vivent les mêmes maux et les mêmes souffrances, qu'ils soient à Alger ou qu'ils soient au fin fond de Agadir, ils vivent les mêmes difficultés au quotidien et que c'est problématique. Et moi je suis vraiment très ému lorsque je vois des gens, des Algériens, des Marocains, etc. qui se disent quoi qu'il arrive, nous on est des frères et des sœurs en humanité. Et je pense que ça c'est primordial. Mais on doit dénoncer fermement en fait ce qui est en train de se passer, notamment ces guerres politiques, etc. Et moi, je suis pour l'ouverture des frontières de manière générale. Moi, je suis pour que les Algériens, ils puissent circuler pour aller vers la Tunisie, puissent circuler pour aller vers le Maroc, et ainsi de suite. Je suis pour que les Marocains, que le gars qui veut venir en France ou aller en Angleterre ou vivre où il veut, que les gens soient libres, en fait. Moi, je suis pour l'ouverture des frontières. Toi, tu veux chasser le patronat de France, Anas Kazi. Mais pas que de France, à l'échelle internationale, je considère que... Qui va faire vivre l'économie dans ce pays s'il n'y a plus de patron?
Eh ben, écoute, demande à Carlos Ghosn s'il a réussi à faire vivre Renault lorsqu'il était en prison. Moi, je dis cette phrase assez importante qui permet de vulgariser la situation. Tu reconnais que c'est un peu utopique quand même comme vision. Pas du tout. C'est au contraire. Moi, je pense que ce qui est utopique, c'est de considérer qu'on peut encore avancer dans une société où 26 milliardaires détiennent la moitié des richesses de l'humanité. Je pense que c'est ça qui est utopique. Ce qui est utopique, c'est de considérer qu'on peut continuer à vivre des décennies comme ça, avec des crises à répétition, des crises climatiques, des crises sanitaires, des crises économiques, des crises politiques, etc. Et que on sort d'une crise pour rentrer dans une nouvelle crise et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour voir à quel point depuis 2008 notamment il y a un enchaînement de crises profondes en fait qui frappent l'ensemble de l'humanité et qu'il n'y a pas besoin d'être uniquement en France. Faut voir ce qui s'est passé en Équateur, en Algérie, au Chili, au Liban. Au Liban, ils sont rentrés dans un ministère, ils ont dit c'est le ministère de la révolution. Et je pense pas qu'il y a besoin d'avoir fait bac+12 en marxisme pour voir qu'à un moment donné, lorsque les gens sont poussés à bout, lorsque les gens n'arrivent plus à vivre, n'arrivent plus à s'en sortir et qu'ils voient qu'il y a une caste qui au-dessus d'eux s'enrichit, fait de la corruption et autres et qu'eux derrière n'arrivent pas à vivre, je pense que ça c'est les premières choses et au contraire pour moi ce n'est pas du tout utopique, sinon je mettrais pas autant d'énergie. Anas Kazib, dans un instant je te présente deux libéraux, Tarek Pami, Gamal Amina. Mais non, laisse les trains. Ah si, là, tu vas voir leurs questions, reste avec nous et puis je te présenterai, et c'est très sérieux, notre exercice qu'on a démarré il y a 3 semaines, un mois maintenant, c'est les auditeurs qui font des propositions, les chroniqueurs qui adoptent, c'est le conseil du LGF pour faire notre programme aussi. On va te le présenter, on va voir ce que t'en penses. Tu pourras réagir dans un instant, ne bougez pas. Eh ouais, c'est un entretien d'embauche que tu fais, mon Anas Kazib, aujourd'hui. Voilà, face aux auditeurs, face au peuple de France. Candidat à l'élection présidentielle, Anas Kazib avec nous. Tarek Pami qui écoute ardemment depuis tout à l'heure. Anas Kazib, alors, qu'avez-vous à poser comme question au futur candidat? Alors, ardemment, c'est pas la question, mais plutôt avec sérieux pour voir ce que ça pourrait donner. Mais je veux dire, aujourd'hui, la société mondiale étant ce qu'elle est, le capitalisme étant ce qu'il est, Karl Marx est largement dépassé le pauvre. Le capitalisme, on a vu comment les Chinois l'ont utilisé dans une société dite communiste pour le mettre à leur profit, y compris avec une ancienne formule que personne n'utilise aujourd'hui, c'est in Chine, deux systèmes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est très intéressant. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore rêver à faire une révolution pour des gens ou avec des gens quand on a été léniniste marxiste? Lénine disait « Donnez-moi 5 hommes convaincus, bien structurés, et je pourrais faire une révolution ». Aujourd'hui, est-ce que vous avez ces 5 hommes structurés et prêts à tout perdre pour cette révolution? Et peut-on encore parler de ce genre de système? Parce que vous avez, et la question elle est là, vous voulez aller à une élection présidentielle pour contester un système, et vous commencez par rentrer dans le système parce qu'il vous faut 500 parrainages pour détruire les systèmes. Est-ce que le système va vous donner les moyens de sa destruction? Donc, pourquoi aller à une élection présidentielle en sachant que mettre le doigt dans l'engrenage, ça veut dire accepter les règles du jeu du système, même si vous dites les contester? Non, mais ça c'est une question très importante que beaucoup se posent. Est-ce que c'est uniquement folklorique ou est-ce que c'est juste pour dire on est là, etc. Oui, non, mais généralement les gens en plus, mais j'ai bien compris. Mais la réalité c'est que de toute façon, qu'on le veuille ou non, le système il est autour de nous. C'est-à-dire que lorsqu'on est syndiqué et qu'on milite dans une organisation syndicale comme moi je le fais depuis 2014, on se plie notamment à un système institutionnel, c'est-à-dire le cadre du dialogue social, les élections professionnelles. Il y a tout un cadre défini. Les gens, on est obligé de poser un préavis de grève 15 jours en amont. Enfin, il y a un certain nombre de règles. C'est-à-dire que, mais cependant, qu'on le veuille ou non, même s'il y a beaucoup d'abstention aujourd'hui en France et dans les différentes élections, l'élection présidentielle, qu'on le veuille ou non, c'est un moment de polarisation politique très important et que c'est le moment où, en fait, notamment, on peut faire un certain nombre de démonstrations sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a plusieurs choix. Soit de laisser des gens qui représentent un camp social bien défini et qui sont également du même milieu social en fait et qui ne vivent pas nos vies, discuter entre eux, expliquer entre eux. Moi j'en ai marre par exemple de voir mes collègues et qui me parlent que de Zemmour. C'est-à-dire qu'à un moment donné je sais qu'ils vont pas voter Zemmour, mais la seule chose qu'ils entendent et qu'ils retiennent comme discours politique c'est celui de Zemmour, parce qu'ils ne voient pas quelqu'un qui leur parle et qui leur ressemble et qui vit la même chose qu'eux. Donc je pense que ne serait-ce que même quand moi je raconte la question des 500 parrainages, faut savoir par exemple que les banques, on a 9 banques qui nous ont refusé un compte en banque. On n'a même pas le droit d'avoir un compte pour pouvoir avoir des dons. La Banque de France a obligé Manu Militari, la BNP, à nous ouvrir un compte et la BNP nous a ouvert un compte de mineurs. On n'a même pas de carte bleue.
On n'a même pas le droit, lorsque tu fais un virement ou un paiement, tu dois demander l'autorisation avant de la banque. C'est dire le niveau, en fait. Mais pourquoi il y a un tel acharnement? Si vraiment on vaut rien, et on pèse rien, et que tout ce qu'on fait est utopique, et qu'on est des charlatans ou je ne sais quoi, mais laissez-nous ouvrir un compte, donnez-nous les parrainages. Pourquoi on galère autant? C'est bien que même 1% ou 2%, en fait, c'est terrible pour eux. C'est-à-dire le fait même qu'un ouvrier issu de l'immigration puisse être là, en fait, dans une présidentielle et marteler un discours d'unité de classe, parce que c'est ça qui les inquiète. Lorsque tout à l'heure, Christophe pose la question notamment sur l'islamophobie, lorsque moi j'ai parlé avec des gens qui étaient profondément racistes, qui se disaient racistes, et quand ils te voient défendre et lutter contre la réforme des retraites, mais ça leur parle. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi je comprends pas, vous arrêtez pas de nous dire les Arabes et les Noirs, c'est ça. Mais lui, c'est un Arabe et au final, il est en train de défendre, il fait grève, il sacrifie du temps pour moi parce qu'il pense aussi à ma retraite, il pense aussi à mes conditions de travail et de salaire. Et je pense que profondément aujourd'hui, être un candidat ouvrier issu de l'immigration dans ce qui est la 5e puissance impérialiste mondiale, ça veut dire quelque chose. Et je cite souvent une discussion que j'ai eue avec un camarade algérien en été. Il m'a dit, Anas, tu te rends pas compte ce que ça veut dire lorsqu'il a appris qu'on avait annoncé ma candidature et la recherche, le démarrage de la campagne pour la recherche des parrainages. Il m'a dit, tu te rends pas compte ce que ça veut dire pour nous en Algérie, mais pas que. Pour les Marocains, pour les Tunisiens, pour les Libyens, pour les Syriens, pour tous les pays en fait qui savent ce que veut dire le terme colonial, qui savent ce que veut dire le terme d'invasion impérialiste en fait et du rôle de la France. Tu vois ce que je veux dire? Et ils m'ont dit, si toi, un ouvrier issu de l'immigration, demain t'es candidat à la présidentielle, ça va être un retentissement à l'échelle internationale et même dans nos pays. Tout le monde sera les yeux rivés sur Anas Kazib, sur ce qu'il fait en fait face à des gens comme Macron, à des gens qui sont dans le camp du pouvoir et dans le camp de l'impérialisme. Lorsque par exemple moi dans mon programme je porte le fait de libérer un frère et un camarade comme Georges Ibrahim Abdallah, c'est puissant. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant, lorsqu'on parle de libération de la Palestine, lorsqu'on parle de toutes ces questions-là, lorsqu'on parle du retrait des troupes militaires d'occupation françaises dans les pays, notamment en Afrique, qu'est-ce que va faire Zemmour en Côte d'Ivoire? J'ai dit, même pour rigoler, j'ai dit, est-ce qu'il y a une base militaire ivoirienne en France? Et les gens, ils disent, pourquoi faire? Mais parce que c'est normal en fait. C'est devenu normal d'être un envahisseur en fait et d'avoir des bases militaires dans les différents pays du monde et d'avoir des militaires en fait qui font la pluie et le beau temps dans des pays qui ne sont pas les leurs, tu vois. Et donc, ne serait-ce que de porter tous ces choses-là à l'échelle d'une élection présidentielle, ça va permettre de pousser le curseur très loin. Il faut qu'on avance, Anas. Il faut qu'on avance. Frère, je sais. T'aimes bien. T'étais un ancien des grandes gueules, hein, voilà. Bah oui, non, mais voilà. Oui, bah écoute, voilà. Alors, Gamal, question pour Anas Kazib. Il y aura deux questions. D'abord, je vais donner un petit cadre par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. Tu disais qu'il y a des crises cycliques depuis 2008. C'est une crise cyclique depuis 88 au minimum. Je ne parle pas d'avant. 88, le jeudi noir d'octobre, hein, on s'en souvient. Ensuite, il y a eu la crise de 98 asiatique, ça a quand même touché le monde entier. Ensuite, il y a celle de 2008, effectivement. Et puis après, il y a la crise de 2018, 2021, bref, tout ce qu'on a encaissé. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est cyclique. Le capitalisme a un système de crise, de pression et de dépression. Ensuite, sur la question, tout à l'heure, tu avais évoqué du racisme, parce que c'est bien des racismes, c'est pas l'islam qui les intéresse, c'est bien les Arabes et les Noirs. Et ils sont pas tous musulmans. Oui, effectivement, c'est une question de rapport de classe. Et le discours auquel tu fais référence, qui est un discours calamiteux pour un homme que j'appréciais, qui était donc Georges Marchais, c'est le discours de Montigny-Corneille, où il a fait une distinction entre l'ouvrier étranger et celui français. Là, il a fait un basculement qui a profité à Mitterrand derrière. Donc toute la logique, elle est là. Après, j'ai deux questions. Donc la première, c'est, est-ce qu'on peut être révolutionnaire tout en préservant, une fois qu'on arrive aux commandes de l'État, la démocratie? Ça, c'est la première question. C'est une question technique, mais bon, ça, tu vas répondre vite fait. Et la seconde question essentielle, à mon sens, c'est là où je suis étonné que même vous n'avez pas cette idée-là. Moi, je suis contre l'augmentation des salaires pour une seule raison. Parce que je pense que c'est pas la bonne solution. Parce que augmenter un salaire, c'est augmenter l'inflation mécaniquement et donc les prix. Je pense, et c'est là où je t'interpelle, je ne sais pas si mon idée te plaira, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les médias et je tiens à être entendu. Je pense qu'il faut baisser les prix et rétablir le contrôle des prix. C'est le seul moyen pour qu'on préserve à minima le pouvoir d'achat et baisser les prix comme des loyers par exemple qui bouffent 80% du budget du ménage serait à mon sens essentiel. Parce que là, tu libères vraiment des énergies et les gens vivront mieux. Parce que augmenter les salaires, c'est imposer les prix, les rémunérations aux entreprises. Et elles ont peut-être pas toutes les moyens de le faire. Baisser les prix, c'est le capital qui est touché. Réponse d'Anas Kazib dans un instant, ne bougez pas. Anas Kazib qui répond aux questions de Gamal Abina.
Du coup, très simplement sur la question de ce qu'a dit Gamal sur l'inflation. En fait, nous, on est pour l'indexation des salaires sur les prix de l'inflation. Donc, ce qui règle pour nous cette question-là, c'est-à-dire que l'augmentation des salaires, en fait, nous, on est pour un SMIC à 1 800 € et l'augmentation généralisée des salaires d'au moins 300 €, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il faut au moins ce minimum-là pour pouvoir vivre, qui est nécessaire. Et c'est clair et net qu'après, derrière, notre programme, il est à contre-courant de base, parce qu'il ne s'inscrit pas, c'est pas un programme gouvernemental dans une société en fait qui est celle-là, c'est-à-dire que ce qu'on porte c'est un idéal politique, c'est-à-dire de vers où on devrait aller, et parfois même avec du factuel et du concret. Lorsque par exemple tout à l'heure je parlais des transports gratuits, il faut savoir par exemple que le coût du routier sur l'État français c'est 100 milliards, c'est estimé à 100 milliards chaque année. Il faut savoir que Santé publique France annonce 40 000 morts chaque année des suites de la pollution. Et même pour dire à quel point ce que je dis c'est hyper important sur la question des transports publics, ils ont fait des mesures durant la période de confinement, d'accord, de l'azote dans l'air, et ils ont comptabilisé à la fin que grâce au confinement, il y a eu 3900 personnes sauvées par rapport à l'ère de la pollution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se poser la question. 100 milliards de coûts, 40 000 morts, sans compter tout ce que ça coûte en termes de sécurité sociale, de santé, d'hôpitaux, etc. Les morts, de gestion, enfin, c'est de l'argent aussi. Malheureusement, quand les gens y meurent, ça coûte aussi de l'argent. Est-ce qu'on préfère continuer dans ce système-là, ou est-ce qu'on peut faire comme certains économistes disent par exemple que la gratuité de la SNCF, chaque année, coûtera environ entre 25 et 30 milliards. Salaire compris, retraite compris, etc. C'est-à-dire qu'on dirait 25 milliards chaque année pour que l'ensemble des Françaises et des Français puissent monter dans n'importe quel train, n'importe quel TGV et circuler en fait partout en France. Franchement, quand tu dis 25 milliards et que tu apprends que le crédit impôt compétitivité aux entreprises qui sert souvent à des Auchan, des Ford, des toutes fermées, que c'est 40 milliards chaque année depuis Emmanuel Macron, moi, je préfère faire ce choix-là de dire on va mettre les transports gratuits, ça va coûter de l'argent, mais ça va être de l'argent qu'au final on payera pas dans la gestion autoroutière, dans la mort, etc. Et dans le fait que les gens ils vont pouvoir d'une part mieux vivre. Et aujourd'hui, il y a une coordonnée qui est importante pour tous et tous, c'est la question de l'écologie. Et que si on veut faire un minimum de transition écologique, la question du ferroutage, c'est-à-dire des camions sur le rail, mais également le fait que les gens ils arrêtent. Un Persan-Beaumont, Paris, pour les gens qui prennent le nord parisien, c'est, je crois, 11 € l'aller. T'imagines, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit prendre un ticket de train entre Persan-Beaumont et Paris aller-retour, c'est plus de 20 € la journée. Donc on comprend que les gens ils se disent à un moment donné, je vais prendre ma bagnole et ça sera plus facile parce que ça coûte trop cher. Et je pense qu'on devrait penser en fait toute une autre société comme ça. Et c'est pour ça que sur le lien de la question des salaires, c'est de voir comment lorsque nous on parle d'augmentation des salaires, c'est lié notamment à la question de l'expropriation des grands groupes capitalistes, c'est-à-dire que ça soit les Renault, les Total et autres, de mettre cette gestion des entreprises entre les mains des ouvriers, parce que ce sont les plus à même, comme dirait un camarade qui est raffineur à la raffinerie de Total pendant la raffinerie de Grand Puy dans le 77, il disait c'est nous les plus à même en tant qu'ouvriers de faire la transition écologique sous contrôle ouvrier. Pourquoi? Parce qu'il disait d'une part c'est nous qui vivons autour des usines et que nous on a peur d'un AZF, on a peur d'un Lubrizol, c'est-à-dire qu'on est conscient de la sécurité et on fera pas n'importe quoi avec l'outil de travail. Et il disait la deuxième chose, c'est que c'est nous qui nous baladons autour de nos usines avec nos enfants dans les forêts, dans les rivières, et qu'on est inquiet par ça. Et c'est pour ça qu'il faut voir qu'aujourd'hui, on devrait faire une production, non pas pour les intérêts et les profits de quelques actionnaires et quelques groupes capitalistes, mais pour l'intérêt de l'humanité, et qu'on devrait commencer à repenser en fait tout un modèle social. Et c'est ce qu'on essaye de porter, qui concilie urgence immédiate, c'est-à-dire comment je remplis mon frigo et comment je paye mon loyer et comment j'arrive à vivre aujourd'hui, mais également avec un projet à long terme. Anas Kazib, j'ai en face de moi des propositions qui nous ont été faites par les auditeurs. Des gens qui nous écoutent, qui nous appellent, qui ont fait leurs propositions, qui ont été adoptées par des chroniqueurs avec leur sensibilité, à chaque jour une sensibilité différente. Je vous les propose pour savoir ce que vous en feriez si vous étiez président demain, Anas. Par exemple, le droit de vote pour tous les résidents étrangers à toutes les élections. Tu prends ou tu prends pas? Ah oui, largement. On est même pour le fait que tout le monde puisse avoir des papiers, qu'on puisse permettre à celles et ceux qui ont envie de vivre en France et s'installer puissent le faire. On est pour la liberté de circulation et d'installation et de vote pour tous les étrangers. Il prend la première proposition, c'est très bien. La deuxième, la voici. Interdiction pour tout candidat
ayant été condamné soit dans le cadre de ses fonctions ou d'appel à la haine, de se présenter à une quelconque élection. On prend ou pas? Je saurais pas de répondre. J'entends ce que les gens ils disent, mais je pense que c'est réducteur de considérer que ces choses-là, parce que ça pourrait demain on pourrait. Moi, je considère que la justice aujourd'hui elle est de classe. Tu vois ce que je veux dire? Et je considère que être condamné par la justice de classe, ça devrait pas nous empêcher derrière de pouvoir militer politiquement. Et que je pense que les idéologies, on devrait les battre. Par contre, juste pour dire un truc sur la question de la démocratie, parce qu'elle est importante, nous on est contre la professionnalisation de la politique. C'est-à-dire qu'on est pour, par exemple, des mandats de 2 ans maximum avec révocabilité et avec surtout quelque chose pour nous qui est primordial, c'est-à-dire que ça soit fait avec le salaire médian et non pas avec des salaires à 7 000 €, etc. Et puis des indemnités, des taxis illimités et autres. Et que, en fait, la politique comme ça ne serait plus une profession et que les gens, ils iraient aller bosser à côté plutôt que de s'enrichir de leurs mandats électoraux. Abaissement de la TVA à 10%. Ouais, je saurais pas de répondre là-dessus. Revenu universel pour tous les étudiants dès l'âge de 18 ans. Revenu universel? Pour tous les étudiants dès 18 ans. Nous, on est pour le SMIC pour l'ensemble des étudiants de ce pays. On est pour un SMIC revalorisé pour l'ensemble des étudiants. Diminution des frais financiers au niveau des banques, notamment. Bah nous, on est pour la gratuité. En fait, nous, on est pour la nationalisation de l'ensemble des banques. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour que les banques, les BNP et compagnie, ils spéculent avec notre argent et ils s'enrichissent avec notre argent, qui profitent des frais. Et parfois même, quand c'est les gens les plus précaires, c'est eux qui payent le plus de frais. Parce qu'au final, moi, j'avais une période dans ma vie où j'étais à LCL. Ils rejetaient, je me rappellerai toujours, ils rejetaient un prélèvement. C'était la sécurité, je sais plus comment on appelle ça là. C'est le responsabilité civile. Responsabilité civile, 5 € de la GMF, et il me le rejetait et il me donnait 20 € de frais. Et un jour, je suis arrivé à la LCL, je suis arrivé avec tout ça, je lui ai dit, vous vous rendez compte, pour 5 €, j'ai payé 700 € de frais à la banque dans l'année. C'est incroyable en fait comment ils vivent de ça. C'est-à-dire que plus tu es précaire et de fait tu as des difficultés. Je me rappellerai toujours, c'est ce qui peut-être m'a même aidé à m'engager plus politiquement. Elle m'avait dit, je suis pas votre comptable. Si vous avez pas d'argent, c'est pas mes affaires. Et j'ai dit, c'est incroyable quand même. C'est-à-dire que si en fait aujourd'hui on respecte plus les gens qui ont les moyens et qui pourraient payer des frais, on leur fait rien payer. Parce que moi j'avais un pote qui était à la LCL et c'est lui qui a mis un coup de pression au conseiller. Il a dit, si tu lui retires pas les frais, je retire tous mes comptes en banque, parce qu'il avait des restos, des épiceries, tout ça. Il a dit, je retire tout. Et c'est mon copain qui a mis la pression. Et j'ai trouvé ça terrible en fait. Je me suis dit qu'on m'a arnaqué. Pour 5 €, on prenait 20 €. Là, t'es en train de m'arnaquer, Alas, parce qu'il y a encore plein de questions. Il reste un peu de temps. Le droit de vote obligatoire. C'est la vraie vie. Le droit de vote obligatoire sous peine d'amende dès 18 ans. Non, je suis pas pour l'obligation du droit de vote et encore moins avec des amendes. Moi, je suis pas pour un système répressif. Je suis pour que les gens on puisse être libres aussi de ses choix. Suppression de l'impôt sur le revenu. Suppression de l'impôt sur le revenu? Oui. Nous, on n'est pas opposé à l'impôt. Par contre, nous, on est pour que ça soit le patronat qui paye cher. Non, mais suppression d'impôt sur le revenu pour tout le monde. Plus personne paye des impôts sur le revenu. Non, il y a des catégories pour moi aisées qui doivent payer des impôts. Revoir la loi Guesso en y ajoutant justement Quelle est la loi Guesso, excuse-moi? La loi Guesso. Interdiction du révisionnisme. De révisionnisme, d'antisémitisme, etc. La revoir, en fait, cette loi, en y ajoutant toutes les formes de racisme et de discrimination. Je saurais pas te dire. Enfin, moi, je pense que c'est pas une loi de toute façon qui malheureusement empêche qu'il y ait de l'antisémitisme, etc. et du racisme. Il y a un candidat à la présidentielle qui a dit que Pétain avait sauvé des Juifs. Donc, enfin voilà quoi. La loi Guesso, elle a servi à quoi là-dedans? Non, mais elle est pas contre l'antisémitisme. Elle est contre le révisionnisme et contre. C'est ça qui est. Oui, mais c'est une forme de révisionnisme aussi. De dire non, ça veut dire qu'ils disent aux gens. Vous ne devez pas en discuter, donc ça donne envie aux gens de croire que ça existait. Suppression de la sectorisation au niveau de l'enseignement supérieur. Quand on est ici des quartiers populaires, on n'arrive pas à accéder à quelques grandes écoles. Moi, je pense qu'il y a la question de l'éducation nationale, elle doit être remise de fond en comble, en fait. On doit remettre le pouvoir au cœur entre les mains des professeurs, en fait. On devrait en finir avec ce système d'inspection académique, de rectorat et autres qui mettent la pression et d'injonction permanente, en fait, des ministères différents qui viennent et qui font de l'injonction en fait sur l'enseignement que font les professeurs. Et je pense qu'il y a la nécessité nous on est très simplement pour une forme de contrôle ouvrier à tout niveau. C'est-à-dire que moi par exemple je suis cheminot, c'est-à-dire que moi je connais le rail et avec mes collègues on connaît le rail. C'est pas le patron qui nous explique et qui nous apprend en fait. On pourrait nous autogérer les choses. On pourrait aux côtés des usagers penser en fait où est-ce qu'on mettrait telle voie, à quelle heure on mettrait tel passage de train ou autre. Et je dis de la même manière pour l'ensemble des métiers. Je suis pas raffineur.
je connais rien à la pétrochimie. Je pense qu'il y a des ingénieurs en pétrochimie, il y a des ouvriers de pétrochimie, et c'est pareil pour l'éducation nationale. Je pense que c'est à celles et ceux qui sont dans le milieu de scolaire, que ça soit à tout niveau, premier degré, second degré, universitaire ou autre, de repenser en fait, et qu'on devrait mettre de l'horizontalité là-dedans, c'est-à-dire du fait que ça soit celles et ceux qui sont en première ligne, qui pensent l'éducation nationale, et pour ça, il faudra aussi finir avec ce que tu disais. Je sais pas si pour moi c'est une discrimination, c'est même pas sectoriel. Lorsqu'on empêche en fait les enfants d'ouvriers, c'est notamment parce que les enfants d'ouvriers, moi reste deux, Anas. J'en ai fait partie. Moi, je vais arrêter à 20 ans. Tu vois, j'étais dans une école d'architecture. C'était 400 € par mois pour ne serait-ce que les frais matériels. J'ai arrêté. J'ai pris le boulot. J'ai commencé à travailler à SNCF parce qu'à un moment donné, quand t'es enfant d'ouvrier, tes parents, ils ont pas de quoi te payer des études et te permettre de continuer. Donc, Anas Kazib, proposition des auditeurs. Chaque salarié doit pouvoir disposer de ses 11 jours de congés fériés dans l'année, en fonction de ses convictions philosophiques ou religieuses. Je sais pas. Par exemple, j'ai envie de travailler à Noël parce que je fête pas Noël, mais je veux prendre l'Aïd à la place, par exemple. Oui, mais aujourd'hui, l'Aïd, tu le prends. Après, ça dépend. Est-ce que tu le poses en fête ou est-ce que tu le poses en congé ou en RTT? Peu importe. J'ai l'impression, jusqu'à présent, les gens, ils arrivent à se débrouiller. Après, pour moi, l'essentiel, c'est de voir qu'on a besoin de plus de temps de repos, qu'on a besoin de se reposer. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être marxiste pour le voir. Il y a des Français majoritairement qui sont pour la semaine des 4 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pourtant, l'extrême gauche n'est pas au pouvoir. Anas, ça va te plaire celle-là. Accession à la propriété quand on est locataire de logements sociaux, dans des conditions privilégiées de location, donc on devient propriétaire par exemple au bout de 30 ans de location. D'être propriétaire de son appartement de logement social. Quand on habite dans les logements sociaux, on est locataire. Vous savez que par exemple vos parents ont été locataires pendant de nombreuses années dans les quartiers, dans ces logements. On va fixer un barème de 30 ans. Au bout de 30 ans, l'appartement leur appartient. Est-ce que c'est possible ou pas? Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, il faut voir. Il faut savoir qu'il y a 4 millions de mal logés aujourd'hui en France et qu'il y a plus de 3 millions de logements en fait vides. C'est-à-dire que déjà l'urgence avant les questions d'accès à la propriété, c'est aussi de lutter contre le mal logement et notamment dans nos quartiers. Ça, c'est un problème profond et notamment quand tu vas à Marseille, quand tu vas à Bordeaux. Comment? Tu m'en prends deux propositions. Après, je sais pas si. Est-ce que le but c'est que les gens ils se disent je suis propriétaire. Après, ils vont se refourguer de génération en génération. Bien, moi je suis pour plus qu'on voit à ce que les gens ils puissent être logés, ils puissent avoir un logement, ils puissent vivre dignement, etc. Et qu'on devrait en tout cas, d'une part, moi je suis comme les Berlinois, là le sondage qui a été fait, le référendum il y a quelques mois d'expropriation en fait des groupes immobiliers qui s'enrichissent justement avec la hausse et le dumping des loyers, d'en finir en fait avec ce système-là, notamment quand tu as des bâtiments qui sont construits depuis les années 50-60, qui sont rentabilisés depuis des décennies, qui continuent à augmenter les salaires. Je pense qu'il faut en finir profondément avec ça, mais qu'aussi il faut construire des nouveaux logements, il faut permettre aussi aux gens de pouvoir se loger, parce que c'est ça aujourd'hui la priorité, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans des F2 avec parfois 3-4 gamins, et qu'il y a des personnes qui vivent dans des lieux insalubres, et parfois même je pense aux gens du 3e arrondissement à Marseille qui depuis 2 ans, certains vivent dans des containers. Je vous assure, regardez ces vidéos sur YouTube de Marseillaises et de Marseillais du 3e arrondissement qui vivent dans des containers avec une seule fenêtre. Depuis 2 ans, on leur a dit qu'on va les reloger et ça fait 2 ans qu'ils attendent dans un container. Donc je pense que ça, c'est la priorité avant de savoir est-ce que les gens, ils sont... Mais j'entends Tarek Mami, un conseil à donner peut-être au candidat Anas Kazib pour cette campagne? Vous l'avez écouté? Oui, lire l'histoire des expériences pratiques qui ont eu lieu à travers le monde. Et pour les Français, les belles années d'expérience qui ont échoué à la fin, mais qui étaient intéressantes, on était en train d'inventer ce qu'on appelait à l'époque la social-démocratie, que c'était à Saint-Étienne, c'était pour 2 ou 3 usines, LIP pour les montres, Manifrance pour les armes, et vous avez ce genre d'expérience qui permettent aux gens d'être à la fois dans une idée révolutionnaire, mais réaliste par rapport au statut des banques, de la politique et des élections. C'est ce qui permet de donner un peu d'espoir, parce que sinon, on vous comptera, il y a déjà 3 ou 4 candidats anciens socialistes, il y en aura 2 ou 3 de l'extrême gauche, et les gens vous diront dans la rue, si tous ces gens-là avaient un minimum de sincérité, les 6 candidats
feraient comme ils veulent pour avoir un candidat de la gauche, de l'extrême gauche, face à tout le reste. Mais ça, faut pas rêver. La révolution, c'est pas pour demain. Oui, après, il y a des guerres d'appareils. Je peux dire un mot vite fait ? Rapide. Ouais, juste dire aux gens qui veulent soutenir et apporter, parce que ça c'est essentiel aussi. Il y a un site internet, c'est le www.nascasib2022.fr. On a besoin d'aide. Je disais tout à l'heure les banques, etc. Il faut nous aider financièrement parce qu'on nous empêche, ne serait-ce que mettre de l'essence dans les voitures pour chercher les parrainages, parce qu'on peut pas le faire avec de l'amour et de l'eau fraîche, ni qu'avec du soutien de loin. Sans argent, il n'y a pas de parrainage, et sans parrainage, il n'y a pas de candidature à la présidentielle. Donc, vous avez des militants partout en France, et c'est aux militants régionaux, comme vous avez les kolkhozes sur place, qui doivent aller chercher leurs représentants. On n'en a pas autant. On est une toute nouvelle organisation, on espère monter, mais voilà, on a besoin. J'ai vu que la France Insoumise a pris 800 000 euros là il y a en quelques jours. Donnez-nous juste 10 000 euros, ça nous suffit. On va savoir quoi en faire. Donc voilà, aidez-nous, et puis ceux qui veulent aussi aider dans les différentes villes pour chercher des parrainages autour de chez eux ou quoi que ce soit. Moi, je suis accessible sur Twitter. L'objectif de la candidature d'Anas Kazib, c'est pas de devenir président, c'est de faire porter le message des ouvriers. Mais oui, et c'est aussi porter un projet politique de rupture avec ce système-là. Et après que les gens ils se le disent, si moi demain je suis à 20% aux élections, il y aura une situation à l'extérieur de ce studio totalement différente. Hein. Je pense que oui, on disait tout à l'heure avec Gamaz, s'il y avait la moindre chance que moi, un candidat trotskiste qui prône la révolution, en fait, qui prône le contrôle ouvrier, l'expropriation des richesses, puisse être président de la République, en fait, il liquiderait cette instance-là. Enfin, faut comprendre, c'est leur jouet, c'est leur maquillage. Marx parlait de la République comme du meilleur maquillage pour le système capitaliste. Le jour où ça ne leur va plus, ils basculent dans une autre forme de régime. Donc, enfin, ça, il faut pas s'en douter. Par contre, j'espère être là, comme je disais tout à l'heure, à l'image de ce que disait le camarade algérien cet été, mais j'espère aussi que si j'arrive à être là, qu'on puisse faire le score le plus important, parce que être fort aussi, c'est porter un certain nombre d'idées qui sont centrales et qui derrière vont faire en sorte que dans l'opinion publique, ça joue. Parce que si Zemmour demain il fait 1% ou il fait 17%, c'est pas la même chose, et ça on peut être d'accord là-dessus. Et de la même manière, si une candidature comme la mienne fait 1% ou 15%, ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que on devrait se donner le défi dans cet échiquier politique, dans ce système bourgeois, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de porter des idées fortes. J'allais dire une chose. Oui, Gamin terminé. La dernière fois que le mouvement révolutionnaire en Allemagne, ça s'appelait République des conseils, avait tenté d'avoir le pouvoir. Il y a eu l'installation d'un courant très radical, pour le coup, le nazisme, qui a remporté la mise, parce que le capitalisme a besoin effectivement de radicaux pour faire face à l'extrême gauche. Exactement. Merci Anas Kazib, et bon courage pour la suite. Merci donc, à vous, dans ta recherche de parrainage. On a eu largement le temps de faire connaissance un petit peu avec toi, pour ceux qui ne connaissaient pas Anas Kazib, et de faire un petit peu connaissance avec ce que tu proposes et ton projet pour la France. Anas Kazib, merci, à très vite, à très bientôt sur France Maghreb 2. Tu reviendras pendant la campagne si toi tu as réussi à avoir tes 500 signatures, ce que l'on espère, hein, évidemment. Dans un instant, Medjahed sur France Maghreb 2, et n'oubliez pas, à partir de 19h, on va savoir à quelle sauce on va être mangé, les amis, puisque Jean Castex, le Premier ministre de la France, et Olivier Véran, le ministre de la France, ministre de la Santé, nous donnera les restrictions éventuelles, ou pas d'ailleurs, par rapport à cette pandémie du Covid-19 et de ses différents variants tels que Omicron. Donc bien entendu, 19h, c'est l'heure de la conférence de presse. Eh bien, on en reparlera demain avec Philippe Boyaki, mais pas que. Restez avec nous, et dans un instant, donc, l'ami Medjahed sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Grâce à son appli, France Maghreb 2 vous accompagne partout, en France et dans le monde. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur, et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et